un père Bonjour Internet. Bonsoir. Putain, j'étais bien coiffée avant de prendre la pluie, putain. Mais tu es toujours belle, tu es Oh, toujours c'est rayonnante. faux. Et nous sommes ravis de vous retrouver. Coucou Ezoc, coucou Aiden. Coucou Ezoc. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Et surtout, coucou Alexis, coucou Fabrice, Florent. Bonjour. Oh Fabrice, je disais à Mimi à l'instant que j'avais oublié de te répondre au message que j'avais pourtant moi-même déclenché. Oui. Pardon. Car tu es ce genre de personne qui envoie Hey, ça va Jamais, et qui répond pas. jamais d'habitude. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de courir d'un C'est bout vrai. à l'autre de Paris et après de finir par. J'ai fini le livre il y a vraiment 1h30 en plus. Donc j'ai oublié, mais ce sera chose faite pas plus tard que vite. Pas plus tard que vite. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Kalindi. Bienvenue de nouveau dans ce deuxième book club sur 3 qu'on enchaîne ces temps-ci. Ah ouais. Grâce au soutien d'Eldercraft. Merci le premier Eldercraft. partenaire des book clubs. Le cas par Ouais. Kalindi Ramphol et Mimi Hegel. On est ravis. Chant, mais On vous a parlé déjà il y a une quinzaine de jours de Cendre et Sang, première publication de la première collection fiction de Eldercraft, maison d'édition de qualité. Et aujourd'hui, on vous parle d'une deuxième sortie, un autre style. rien voir à voir. du tout. Cendre et Sang est un roman de guerre extrêmement noir et assez déprimant. Enfin, on Tout va pas à se fait. mentir, dans la conjoncture actuelle, on était là. C'est bien, Pourquoi mais ça rappelle un peu quand on met les infos quand même. Et là, on va vous parler de Ah, Orgueil, Préjugés et c'était si Sorcellerie. fun. Ouais, autre énergie, on est ravis de se rafraîchir un petit peu, mais Et en avant, plus, ça faisait très Halloween, genre. Très Oui, c'est tranquille, tu vois, Pour très octobre. octobre. very very good. Et Ce midi, j'étais chez un ami qui a un chien qui s'appelle Octobre. Vous le saurez. Ah, mais Alors, j'ai un c'est peu intéressant envie ou pas d'avoir un chien et de l'appeler Est-ce qu'il est un peu roux fauve? Il est fauve, mais c'est un petit chien, c'est un petit pug là. Ah. Et d'habitude, j'aime pas. En plus, bon, on Oui. sait que c'est pas, ils vont pas très bien Non, mais et après, tout, mais ils ont le droit de. Une fois qu'ils sont là, bah, on les Ils ont le gratouille, droit de tu vivre, vois, bien exactement. sûr. Et surtout, il était trop sympa et on s'est Ah. trop bien entendu. Et Il il a laissé s'appelle un peu traîner son zizi partout en faisant des petites traces, notamment sur mon pantalon que j'avais tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis changée. Voilà. Ah ouais, j'étais là, mais t'as pas de pantalon? Et du coup, j'étais satisfaite. J'étais en mode, heureusement, elle n'a pas de pantalon. J'ai un peu de malaise avec le fait que les animaux aient une sexualité. Je sais pas pourquoi. Ah, je comprends. Je suis hyper open avec la sexualité humaine, mais tu vois, genre, mon chat c'est une femelle et tout, et quand je vois genre le zizi d'un chien, je suis vraiment en mode, cache ça. Je Oui, ne veux oui. pas, je ne veux pas savoir que une fois dans sa vie, mon chat a eu ses chaleurs et j'ai fait, allez, on va snip tout ça, ça me gêne. Ouais. Quand t'es en train de te frotter au pied du lit, là, j'ai l'impression d'être de trop. c'est ça. Merci Eldercraft de sponsoriser. Moi, je sais pas ce ce que. Ouais, certes. J'allais partir dans encore autre chose avec les chats, donc on va s'arrêter peut-être. Pourtant, ça parle vachement de chats. Et ça parle de chats et du Entre lien autres. indéfectible qui nous unit, entre animaux. autres, à ces animaux merveilleux et un petit peu magiques. Oui. Mais avant tout ça, comment vas-tu, Kalindi? Mouiller, je vais mouiller. Écoute, ça va bien. J'ai passé une semaine, tu sais, comme tout le monde en fait. Quand un jour il fait 25 degrés et beau et que le lendemain il pleut et il fait 1 degré, bah ça me fout un plomb Moi, j'aime les deux. sans fin. Toi, t'aimes les J'étais deux. trop Ouais. contente qu'il fasse beau, j'étais un petit t-shirt et tout, et après le lendemain, il pleut des cordes et j'étais en mode let's go. Mais c'est aussi parce que T'es pas sorti aussi, je c'est pour ça. n'ai pas toujours l'obligation de sortir de chez moi. Je crains pas spécialement la pluie. J'ai même expliqué dans le Fab et Mimi Show avec Le Fab parapluie. que je trouve que les parapluies c'est pour les fragiles, et je tiens à dire que je m'y tiens. Je n'ai pas utilisé de parapluie depuis au moins 3 ans, mais ça veut dire que je suis parfois trempax. Ce qui est Bah, toujours écoute, un plaisir quand j'arrive chez ma psy en faisant floc parce que je tiens à porter uniquement une casquette et c'est tout. Non, mais je comprends. Voilà. Parce que c'est très encombrant. Quand on est une Oui. femme déjà encombrée, moi j'ai toujours mis le Oh là sac. là. Mais moi je On suis. l'oublie, et puis- Mimi m'a quand même écrit tout à l'heure, enfin m'a fait un vocal en me disant écoute, tu n'es pas obligée de te déplacer étant donné Non, le je m'en déluge. voulais, c'était vraiment l'arche de Noé quoi. Et je lui fais écoute Mimi, ouais, j'avoue c'est terrible parce que là pour venir il faut que je descende au moins 2 étages car en fait j'étais déjà dans sa résidence chez Quelle une amie arnaque. qui habite 2 étages au-dessus et Et tu es descendu en chaussettes. et je suis descendue en chaussettes, tout à fait. Sauf que j'avais oublié un truc, c'est que tout le monde a pris l'ascenseur pour monter et descendre Avec et qu'il venait avec pieds ses dégueulasses et de mouillés. dehors et j'étais là parce que j'ai Des fois aussi, pataugé dans l'ascenseur, il y le a du jus de poubelle un peu quand même. Ah Désolée, c'est vrai. On aujourd'hui. est une résidence où il y a genre au moins 2000 personnes qui habitent. Donc l'un dans l'autre, il y a 2000? toujours dans toute la résidence. Ouais. C'est vraiment énorme. du monde. Et dans rien que l'immeuble, il y a 12 étages et genre 8 apparts par étage. Donc il suffit qu'il y ait une personne qui a la poubelle qui fuit et bah ça arrive quoi. Ok. La prochaine fois, je mettrai des chaussures. Et toi, Mimi, comment ça va? Écoute, ça va vachement bien. Super. J'en avais parlé rapidement dans le Fab et Mimi Show, mais j'ai donné cette semaine mes premiers cours à l'ESJ. Mais oui, bravo. L'école supérieure de journalisme de Lille, ravie. Ah, en plus, le SJ Lille. l'ESJ Oh la Lille. vache, la Tout à fait, classe. les briques rouges et tout, c'était super. Chambé. À part que j'ai raté
contre ma volonté, car vraiment je m'étais levée à l'heure et tout, et je m'étais levée à 6h30 et j'étais dans le bus à l'heure et tout, mais j'ai raté mon train. Et ensuite j'ai raté le deuxième train parce que j'ai échangé le billet en me rendant compte que je l'aurais pas. Le deuxième train était à 8h14. Pendant ce temps j'écrivais à la scolarité en mode je suis désolée, je me sentais vraiment comme la pire misquine. Merde. Et le train était à 8h14, je suis arrivée devant le quai à 8h12 et ils avaient tiré le truc et il y avait les gens de la SNCF et vraiment je leur ai tendu mon téléphone, j'étais là, il est 8h12 et ils m'ont dit on est là, c'est genre il y a eu un bip ou quoi, ils étaient là, non ça c'est le bip le TGV, il est verrouillé. Et Ça, c'est un nom en fait. La SNCF, j'en ai marre parce que j'ai vu que maintenant on pouvait plus arriver 10 secondes avant le départ du train. Non, donc mais c'est n'importe quoi. Jusqu'à 2 minutes avant le départ du train, et j'étais là, il est 12, il part à 14, normalement c'est bon. Ouais, c'est abusé. C'était pas bon. C'est abusé. Je suis sûre ils en profitent pour gratter comme ça, t'as payé. En fait, Du coup, j'ai pris le train d'après plein pot, mais j'étais ravie parce que j'ai donné cours toute la journée à l'ESJ à une quinzaine de post-bac, donc en plus des tout jeunes. Moi, je suis habituée à enseigner à des bac plus 5. Et c'est trop cool. Oui, il y a des gens, voilà, 5e année de master dans des écoles de communication et de publicité. Et là, ils sont trop fun, ils sont hyper éveillés, ils sont hyper curieux, ils participent. Alors que moi, j'ai vraiment vécu les trucs de prof où tu sais, tu poses une question et t'es là. Ah ouais, le vent quoi, c'est. Moi, c'est mon rêve que les gens me mettent un vin et que je leur dise bon, bah, du coup, je vais interroger la personne que je souhaite. Mais des fois, je fais Alors, ça. Mélinda. Je suis là, en fait, sinon je vais désigner, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire la prof. Et ils sont en mode. Je suis d'accord, je vais Bon, le bah, faire, toi. Ça me saoule un peu quoi. Et pareil, des fois, je leur dis bon, bah, faites des groupes et ça prend tellement longtemps. Et du coup, je suis là, je vais faire les groupes du coup, parce qu'en fait, dans la vie, vous allez travailler avec des gens, vous allez pas les choisir. Ils sont en mode non, madame, on a presque fini. Je suis là, vraiment, vous avez 23 ans. Oui, madame en plus. Bref. Là, J'allais dire, ils super. ont la moitié de ton âge, mais non, pas du tout. Car tu n'es J'ai que 33 ans bientôt. 33. Très bientôt. C'était quoi alors là? Qu'est-ce que tu leur enseignais comme exactement comme matière? C'est une nouvelle formation à l'ESJ qui s'appelle l'ENN, l'école de narration numérique. C'est en gros centré autour de communiquer et écrire pour le web. Et moi là, j'ai fait un premier module de écrire pour les réseaux sociaux, où du coup là, on a surtout débriefé l'importance des réseaux sociaux, comment ça marche les métiers d'influence, comment ça marche de solliciter des personnalités de réseaux sociaux quand tu travailles dans une marque, une institution, machin. Et on a parlé un peu de mon travail. Je leur ai donné leur évaluation de fin, que je ne vais pas vous spoiler, mais je suis assez fière de mon idée. Et ils étaient grave chauds, et je les revois là une fois en novembre, une fois en décembre, et Inch'Allah, semestre 2, je rempile pour leur parler d'autre chose. T'as pas peur quand tu arrives Non. dans l'amphi? En vrai, c'est l'école où je me suis sentie la mieux accueillie. Déjà, c'est vraiment une quinzaine de personnes, donc c'est vachement à taille humaine, tu vois, là où je me suis retrouvée des fois à donner cours à 2 promos, donc 70 personnes en même temps. C'est dès qu'il y en a 3 qui parlent, t'es là, en fait on s'entend plus quoi, et du coup je dois faire les trucs genre chut, ou les trucs genre en fait moi je suis payée pour être là, hein. Vous ça vous intéresse pas, vraiment dérangez pas vos camarades, Tu leur mais dis sortez. ça. Oui, Quel plaisir. et en même temps, je kiffe un peu. Mais bien sûr. Comme quand je fais mes chutes de bibliothécaire, j'aime bien. Oui. Mais là non, je me suis sentie très à l'aise et très bienvenue même par l'école en général, donc ravie et Oh là petite là. fierté. Franchement, ça m'impressionne de fou parce que moi, même quand je donne juste des ateliers d'écriture en ligne, parfois je suis un peu stressée avant, tu vois. Et Ah je oui, suis là. toujours un peu, oui. Je dis pas que j'y suis Ah, allée toujours un vraiment peu, les quand mains même. dans les. Surtout qu'en plus j'ai raté 2 trains, je suis avec 1 heure de retard. Ouais, j'avoue, bolosserie c'est- quoi. Et puis je savais pas comment ça se passerait avec des post-bac, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, je vais être vraiment la méga boomer. Je vais pas comprendre leurs rêves, leurs vannes et tout. Ou alors je vais leur parler de trucs, ils vont s'en foutre. Ou alors je vais pas avoir d'autorité. Et s'ils sont dissipés, tu vois, genre, je sais pas. Et en fait, ils étaient super. Oh là Donc, là, trop fière de toi. et puis plaisir de retourner à Lille, où j'ai quand même vécu 2 ans Mais en bien travaillant sûr. au tout début chez mademoiselle.com, donc ça fait toujours des bons souvenirs. Je n'ai jamais mis un pied à Lille Mais de ma non. putain de vie, vraiment. Ni Lille, ni Lyon, j'y suis passée une fois pour C'est manger. pourtant 2 villes dont la gastronomie est Mais quand même je réputée. sais. Écoute, non, qu'est-ce que vous avez à Lille? Le Welsh? À Lille, il y a le Welsh et la carbonade flamande, Ah ouais. qui est un genre de bœuf bourguignon, mais c'est de la bière brune à la place du vin rouge. Donc c'est un bœuf bourguignon beaucoup plus doux. Et les frites, on va pas se mentir, tout ce qui est fritance, ça marche bien. Et je crois un peu quand même la fricadelle, mais ça je fais pas. C'est un peu genre de l'andouillette, enfin c'est l'équivalent andouillette où genre tu sais pas ce que c'est comme bout de viande, ça a une odeur spécifique, un goût. C'est un acquired taste. Comme Ah on dit. ouais, ok. Soit t'es né là-bas et ça va, soit t'es comme moi et t'es là. Non, merci, je vais prendre tout simplement un cornet de frites. Mais Un bien jour, sûr, j'irai à Lille. si Nodus, qui vient du Nord, passe dans le chat, n'hésite pas à nous rappeler d'autres spécialités de ta région. Et merci beaucoup à Jujulap et Alexis pour leur prime et leur sub. Et bonjour à Zaxiou, tu n'as rien raté. On a l'intro, on se raconte nos vies. À Prise. Excusez-moi, juste, je suis désolée parce qu'on est quand même sur Twitch. J'aimerais savoir de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'un prime?
Alors, les Prime, c'est comme un sub, sauf que tu sais, Twitch, ça appartient à Amazon. Oui. Et du coup, quand t'as Amazon Prime, une fois par mois, ça te fait genre un sub gratuit. Où tu subs à une chaîne, donc moi, je touche comme si c'était un sub, mais la personne ne débourse pas. C'est compris dans l'abonnement Amazon Prime. Ok. Et par Je crois exemple, que ma meilleure amie, elle a un compte Prime vidéo. Et un mois sur 2, elle donne le Prime à ma chaîne. Et un mois sur 2 à celle de Nodus pour pas faire de jaloux entre nous deux. Trop mimi. Donc elle note dans son calendrier pour savoir quel mois elle doit donner. Elle Elle doit est trop s'abonner sympa. Mais en gros, c'est un abo gratuit, quoi. C'est un bonus. Un abonnement inclus par Prime, donc n'hésitez pas. Voilà, ça ne vous coûte rien si vous avez déjà Prime. Lâchez votre petit Prime, mais surtout, si vous voulez soutenir mon travail, soutenez-moi sur Patreon, parce qu'honnêtement, c'est mieux pour vous, ça vous fait du contenu en plus. C'est mieux pour moi, car je ne perds pas 75% de l'argent que vous me donnez. Et ça vous permettra en plus de continuer à recevoir des contenus perpétuellement. Alors que ces lives, on est là, on est gratuit, on est bien, on passe un bon moment, mais merci de votre soutien. Oh, Jujulab dit Cal, je suis trop fan. Et précise, je t'aime aussi, Mimi. Merci, c'est gentil. C'est sa première fois sur la chaîne, donc je pense qu'il ou elle est venu pour toi. Oh, c'est sympa, merci. Bah ici on parle de bouquins, voilà, divers et variés. Car avant d'être sponsorisé par Eldercraft, on se soumettait chacune, chaque mois, un bouquin à lire, et Mimi m'a fait lire des choses. Qui étaient simples, de la SF. Oui. Du Stephen King assez on a toujours dark, pas fait, mais oui, dont on n'a toujours pas parlé. Et donc je suis challengée depuis qu'on a lancé ce book club. Moi je pensais qu'on allait lire des romances, des drames. Avec 100% tort. Oui, mais bon. Cal, elle me fait mais chialer. c'est des livres que j'aurais lus de base. J'avais pas, tu vois. Moi aussi j'aurais lu ton livre de base, mais c'était bien d'en parler avec toi. Certes. La flatterie, ça fonctionne toujours. Ah, moi je suis un être profondément corruptible par la flatterie. Mais aussi par les abonnements Patreon. N'hésitez pas. Moi j'ai pas de Patreon. Ah, pour toi abonnez-vous au Patreon de Mimi. Ah, si tu crées le tien, bien sûr. Je ferai ruisseler, mais... Franchement, j'arriverai pas. Jujulep nous dit oui, j'avoue, je suis venue pour Kalindi. Mais jolie découverte, fan de son roman et de la vibe 4 quarts d'heure. Oh, merci. Nous sommes tous et toutes fans du roman de Kalindi Ramphel. Fab dit, t'avais pas capté que Mimi allait tendre des pièges. Et non, je croyais que c'était une femme sympathique. Et non, fourbasse. Actuellement dans un projet similaire avec ma meilleure amie où on fait un podcast mensuel où un mois sur l'autre, on oblige l'autre à regarder la première saison d'une série que l'autre a pas vue. Parce qu'on est toutes les deux très sériphiles. Mais il y a quelques genres qu'on partage pas. Notamment, moi j'aime bien la fantasy, les zombies, les trucs comme ça, l'horreur et tout. Et elle aime bien les séries un peu tranche de vie, un peu, en vrai, pas mal de séries féminines que j'ai un peu boudées aussi. Et du coup, elle m'a fait regarder Euphoria, Grey's Anatomy et Sex and the City, par exemple. Toi, devant Grey's Anatomy, yes. Moi, devant Meredith Grey, j'étais en mode, la voix off en plus, là, ouf. Mais en vrai, je pense que c'est peut-être Euphoria que j'ai le moins aimé des trois. Moi aussi. Parce que largement. En plus, c'était l'adepte, quoi. Tellement pénible à regarder. J'ai aimé Game of Thrones. Petite victoire personnelle. Et là, pour Halloween, je lui inflige The Walking Dead, qu'elle n'a jamais vu. Mais en vrai, la saison est vraiment cool. La saison est vraiment très bonne. Elle a pris un peu un coup de pelle dans la gueule, on va pas se mentir. Oui, niveau effets spéciaux. Oui, niveau effets spéciaux, surtout les villes désertes et tout est là. Ouais, c'est un peu vilain, surtout après comment ça s'appelait Left 4 Dead. Non, c'est l'autre. The Last of Us. The Last of Us. The Leftovers, il y a aussi des gens en moins, mais c'est pas parce qu'il y a des zombies. Ah bah voilà, c'est ça. Oui, voilà. Alors vous saurez, ça n'a rien à voir encore une fois, puisque ce podcast ne démarrera jamais, j'en fais mon affaire. J'ai récemment déménagé depuis mon appartement à Paris jusqu'à ma maison dans le Perche, là, la semaine dernière. J'ai déménagé toutes mes affaires, notamment l'appartement de mon conjoint Amaury, qui aime les films et les séries très fort, et qui aime aussi les jeux vidéo. Et en fait, on avait une petite pièce qui ne servait à rien, juste à côté de notre chambre, une espèce de petit bouloir salon. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vis dans le Perche plus qu'on avait une pièce qui ne servait à rien. Moi, je vis à Paris, intramuros. Je n'ai pas de pièce qui ne sert à rien. Je suis en mode, il faut qu'on regagne la place dans les placards. Mais toi, tu avais grandi en milieu rural. Ah bon, non, quand même, Valence, c'est une ville de 70 000 habitants. Pardon, en milieu rural. T'as grandi à Levallois-Perret. Pardon, j'avais oublié que c'était... Bien sûr, j'ai grandi dans la savane, comme nous le sachions, dans une hutte. Nous allions chier dans le jardin. Déjà, j'ai mis des années avant de comprendre que rural, ça voulait dire la campagne. Parce que comme il y avait rue dedans, tu te souviens ? Je croyais que c'était au contraire les villes. Donc j'avais pendant des années... il y a les rues. C'est que... Terrible. Moi, Kalindi autrice. Et donc cette petite pièce. Ah oui, cette petite pièce. Et donc vous encombrez finalement. Pas tant, non, parce qu'en fait on avait notre canapé et lit quand on avait des amis et tout. Mais on se disait, on y lit souvent. Mais qu'est-ce qu'on serait bien si on avait la télé ? Mais à l'époque, elle était encore à Paris. Et mon mec a une très grande télé pour regarder ses très grands films et ses très grands matchs de foot, bien sûr. Oui, j'allais dire ainsi que c'est toujours un plaisir.
C'est pas que pour les Christopher Nolan, la grosse C'est ça. Et donc, on a mis enfin notre grand écran avec tous nos DVD, ainsi que tous les jeux. Et l'autre jour, j'ai dit à mon conjoint, dis donc, est-ce qu'on jouerait pas à un jeu vidéo? Entre-temps, est-ce que tu entends ça? Et Amaury m'a dit, bah, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tellement au top. Ah et ouais. Tu sais, c'est comme un chat farouche qui s'approche pour la première fois, t'es là, faut pas que je le brusque. Exactement. Mais je suis tellement content. Exactement, il m'a dit, bah viens, on joue à The Last of Us, c'est 2. Oui. Voilà. Il m'a dit, bah tu veux jouer à ça ou tu préfères genre Mario? Moi, au début, j'ai dit, moi, je veux jouer à Rayman à la neige, parce que c'est ce dont je me rappelais. En vrai, c'est toujours banger, Rayman. Hein. Il y en a pas eu de nouveau depuis très longtemps, mais ils ont été portés, remis à jour pour les consoles. Et Rayman, toujours un plaisir. Mais moi, j'ai joué quand j'étais adolescente avec ma copine Mélanie. J'adorais ça, Rayman. Tu sais que c'est français? Mais c'est toi qui m'as appris, je crois. J'ai l'impression que les années passent et nous avons les mêmes conversations. Nodus dit Rayman à la neige, JPP de toi, c'est trop. Et peut-être que, comme disait Axiou, ça s'appelle Rayman Légende. Voilà, c'est. Non pas Rayman à la neige comme Martine l'a fait. Qu'est-ce qu'on pense de la coupe de Rayman maintenant? C'est deux. Un peu mulet comme ça. Bah, en fait. C'est vraiment des. Tranché en deux avec la grosse. Oui, mais il y a un côté muletos qui fait très actuel en fait finalement. Okay. Je pense que Rayman il y a 5 ans il puait du cul grave. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu stylé. On a bouclé la boucle, on est de retour dans la mode 90s. Bah, c'est pour 2000, ça. Alors non, j'ai ouï dire que les 90s c'était fini là. Bah là, je vois beaucoup de meufs avec des jeans très taille basse, donc je pense que les années 2000 sont de retour. Mais j'ai aussi vu beaucoup d'ados avec des baggy, et ça m'a rendu très heureuse. Ouais, ça c'est chouette. Car j'en étais une. Je possède actuellement un baggy que mon mec avait acheté pour un déguisement années 2000 et qui était là, je vais jamais le remettre, et j'ai fait. Merci, et je le porte premier Doug très régulièrement. Ça doit tellement bien t'aller. Ouais, il y a des poches en plus, il y a tellement de poches. Oh là là, plaisir. Bah écoutez, vous saurez que j'ai finalement pas joué aux jeux vidéo parce que je me suis rappelé qu'il y avait ça à lire. Donc du coup, j'ai un petit 500 pages là quand même. Merci Eldercraft pour ces lectures denses. Mais alors Eldercraft, en 2 semaines on aura lu 1200 pages, pas mal. Franchement, perso, j'appelle ça un mardi, mais non, j'exagère. Mais oui, je lis un peu vite et puis je suis freelance et je dirais moins occupée que toi au quotidien, donc je peux me permettre de passer 4 heures d'affilée à bouquiner sans me dire j'ai l'impression que toi t'as toujours 1000 projets, plus les déménagements, plus ta vie sociale, machin. Moi, je peux vraiment ne pas sortir de chez moi pendant 2 jours et bouquiner. Donc j'étais moins peut-être intimidée, mais c'est vrai que c'est des belles grosses lectures et en même temps, moi j'aime bien, tu vois. Et puis, merci Fab pour le Prime. Tu sais, au début, un bouquin quand il est dense, t'as un peu la flemme. Et puis une fois que t'es dedans, tu dis ah putain quel plaisir de savoir que je vais pas le lire en 1h30, tu vois. Oui, il y a encore plein de pages, il va se passer plein de trucs et tout. Et sans vous spoiler, il y a un moment à environ 250 pages où d'un coup on arrive sur une page qui dit deuxième partie et j'étais là. Oh, en plus, il y a une rupture dans le rythme et tout. Color me intrigued. Ça, ouais, non, franchement, vous saurez que moi-même, mon deuxième roman que j'ai fini d'écrire et qui s'appelle pour l'instant L'été et les tempêtes, mais c'est pas définitif. Peut-on avoir un énorme whoop whoop dans le chat pour Kalindi qui a fini son deuxième roman et peut-être un avis sur ce titre, L'été et les tempêtes, qu'en dites-vous? Voilà. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous aimez bien? Ça fait un peu Rick Reinhardt et ça fait un peu je regarde par la fenêtre, je vais me suicider. Donc bon, voilà. Mais moi j'aime bien. Et tout ça pour dire qu'il y a dedans 3 parties distinctes. Et en fait, c'est un format que j'adore, genre. Bah ouais, alors qu'en soi, on pourrait totalement se passer de mettre partie 1, partie 2, partie 3. Je veux dire, on comprendrait très bien. Ça crée un genre de promesse. Exactement. Comme Dune, chapitre 1. Tu fais oh. Ah, ok. Et pourtant, Dieu sait que j'étais pas partie pour Dune. Énormément de whoop whoop dans le chat. Merci beaucoup. C'est gentil. Notamment un whoop whoop de cuisine au beurre. Oh, je le mentionne parce que c'est une passion que j'aime. Nous partageons. Très clairement. Et Fab rappelle que Maud Ventura aussi a fait ça dans Célèbre, découpé en plusieurs parties, et qu'il te souhaite le même succès, car Maud Ventura est une autrice à succès qu'on embrasse. Tout à fait. Ok, let's go, on va vous parler de Orgueil, préjugés et sorcellerie, signé Melinda Taube, sous-titre Les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière. Vous l'aurez compris, il y a une grosse inspiration Jane Austen et on va en parler puisque je suis personnellement inculte sur le sujet. Donc je n'ai pas pu comparer, mais c'est intéressant parce que toi, Cal, tu es très Jane Austen. Donc ça va, on va avoir les 2 points de vue. Et on ne va pas vous spoiler, évidemment, la fin du livre ou les points principaux de l'intrigue, mais on va essayer de vous dire ce qu'on en a pensé sans spoiler, et puis surtout de vous donner envie de le lire. Ouais. D'ailleurs, je vous mets, il y a une petite commande dans le chat, ! Livre, pour retrouver les infos sur le livre, et le lien pour le commander dans votre librairie favorite. J'avais pas compris que c'était toi. Le livre du jour est Orgueil et préjugés et sorcellerie. Je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui résume ce qu'on dit en temps réel. Il y a quelqu'un qui pose gratuitement. Oui, c'est donc un bot, ok. C'est pas une IA, hein, c'est un bot, genre je l'ai paramétré moi-même. Mais oui, comme d'habitude, bien sûr. Tu fais ça très très bien. Intelligence artificielle.
Orgueil, préjugés et sorcellerie, en hommage donc bien sûr à Orgueil et préjugés de Jane Austen. Oui. C'est quoi les bails avec Jane Austen? J'ai Ouais. complètement raté ce wagon, que ça soit les livres, les films. Je sais pas, et pourtant j'ai étudié la littérature anglophone et tout, mais je sais pas, tout ce Bah, qui c'est est bizarre quand même. Jane Austen, les sœurs Brontë, Léo de Hurlevent, machin, voilà, tout ce côté un peu éploré sur la lande d'histoire d'amour. Bah je l'ai raté, j'ai raté le virage, je l'ai pas pris, c'était pas au programme, je sais pas, je me suis tapé Virginia Woolf, mais pas Oh là, c'est pas pire Jane pourtant. Austen ni les sœurs Brontë. Oui, avec le recul, je pense que Jane Austen c'est plus fun à mon avis. Ah, parce que... en fait, Jane Austen écrivait de la comédie déjà, donc. et je pensais que c'était un peu plus. Comment dire, dans ma tête c'était un peu cucu romance et j'avais l'est pas aussi. du tout le côté c'est fun, tu Mais vois. c'est Et très du coup, fun. je ne lui ai pas donné sa chance. Mais même quand elle a commencé à publier ses bouquins, les gens étaient là. Mais en fait, c'est vraiment très bon. Elle publiait pas au début sous son nom. Elle est parce drôle que... pour une femme. Mais non, parce que personne savait qui c'était. Ah. Parce qu'en fait, comme c'était une jeune femme de bonne famille, ça se faisait pas du tout Bien d'être sûr. écrivaine, Bien sûr. sûr. Et donc, je sais plus, j'aurais pu faire une recherche par exemple. Je crois que je ne sais plus exactement quel pseudo elle prenait, mais en tout cas, c'était sûr que c'était pas son nom. Et les gens ont lu et étaient là, mais c'est à la fois divertissant, à la fois ça parle d'amour, mais c'est aussi très amusant. Et c'était vraiment 100% satirique de l'époque et des gros écarts sociaux entre les familles et de combien la société bourgeoise anglaise était profondément chiante et cucousue, quoi. Oui, Et, obnubilée par la thune, tout en prétendant de ne pas Obnubilée. l'être, un peu dans ce côté nouveau riche, quoi. C'est ça. La première classe moyenne aisée. Donc, il y a, en tout cas, dans Orgueil, préjugés et sorcellerie, on n'est pas dans la très haute noblesse, on n'est pas dans Downton Abbey, les gens qui ont un domaine. Bah si, servants pour les par, Darcy. Pour les Darcy, mais du coup, c'est plutôt la famille Bennett Oui. dont on voit le quotidien, et ça reste relativement simple, même si pour l'époque, oui, c'est très bourgeois, et c'est quand même des gens qui ont le luxe de passer leur vie à aller rien. au bal et à attendre de peut-être se marier. Ça a l'air très chiant, mais c'est moins pire que travailler à la mine, par exemple. Certes. Oui, on est dans le milieu de la petite bourgeoisie. Et moi, bah écoute, Jane Austen, en fait, j'ai découvert à 13 ans, 14 ans, je sais plus. Bon Par- âge, je pense. Le film. Aïe, aïe, aïe. Celui à Keira Knightley. Celui avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Trop amusant. Depuis Tom Wamsgam Mais c'est dans ça. Succession. C'est clair. Et quand- Moins romantique. La première fois que j'ai vu Succession, car j'ai essayé 5 fois de regarder Succession et à chaque fois je m'arrête à l'épisode 2. Ouais, je sais, je crains, mais je vais m'y mettre sérieusement. Et en fait, le premier épisode quand j'ai vu Matthew McFadden, j'étais là. C'est fucking Darcy. Et j'étais là, Dans oulala. un rôle en plus d'arriviste. Ouais, insupportable. pas Et du tout Susboul, positif, on le quoi. déteste quoi. Enfin, je sais pas s'il reste Susboul après ou si c'est Ouais, émancipe un peu des globalement, boules de son on peut- beau-père, mais Tu donneras ton avis, Fabrice, si t'es toujours là. Je pense qu'on peut dire qu'il reste assez susboule, ouais. on le déteste. Et ouais, donc en fait, je me souviens très bien. En fait, ma meilleure amie Élise, ses parents sont de très gros lecteurs et eux, ils sont tous les deux avocats. Ils viennent d'une famille méga bourgeoise où tout le monde était des gros lecteurs, de gros classiques de la littérature, etc. Et ma copine Élise, elle a toujours une grosse culture littéraire. Oui, ça lit pas Titeuf sur les Si, WC, quoi. aussi. 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 Ah, très bien. Et c'est Les drôle gens que tu vers dises ça parce que j'adorais lire Titeuf chez Élise parce que les- ma La mère chose, Titeuf. et mon père, il n'achetait pas Titeuf. Voilà. Ah. Non pas que ma mère aurait pas voulu, mais je pense que mon père aurait dit le C'est guide du vulgaire. sexuel, c'est non merci. Donc du coup, je lisais Titeuf chez Élise. Et en fait, ses parents avaient une très très grosse bibliothèque aussi remplie de DVD, de cassettes et tout. Donc je me suis vachement fait ma culture ciné chez eux. Et un jour, on voulait, je crois, avec Élise, aller voir une grosse merde au Cinoche. Et sa mère a dit non, on va voir Orgueil et préjugés. Vous avez jamais lu Jane Austen. C'est peut-être le moment de découvrir avec l'histoire. la puberté qui bouillonne, les hormones qui font des étincelles en train d'aller voir Taxi 3 ou je sais pas quoi, elle était là. Non, il est temps de pratiquer ce rite de passage. Vous allez Exactement. regarder Jane Austen, les meufs. Et on avait fait oh, ça a l'air trop chiant. Oh, les jupons, oh là là. Oh là là. Trop chiant. Et je me souviens, on va au cinéma du Palais des Congrès à Paris. Et de bout en bout, on avait râlé en mode on est trop des préadolescentes, pas contente. Et le film a commencé. Et minute 2, on était déjà à fucking fond. On est sortis. Et avec Élise, on a toujours été très premier degré avec le Cinoche. Et on était sortis, on avait dit non, mais en fait, on peut pas en parler maintenant. Va falloir qu'on attende d'être rentré, qu'on boive un lait chaud. Enfin là, ça va pas Non, le faire. Quoi. je peux pas en parler tout de Ah ouais, c'est ça. Ça nous a fait suite. ça. C'est trop bien, les émotions. Ah bah ouais, enfin. c'était génial. Voilà. Et ça nous avait fait ça bien après avec De Rouille et d'Os, qui est toujours un de mes préférés d'Audiard. Et ça nous avait fait ça aussi avec. Fatal.
Élise ne sait même pas ce que c'est. Non, avec... L'ouverture d'esprit va jusqu'à Titeuf, mais pas jusqu'à Fatal. Faut pas exagérer. Et Big Fish aussi. Et bref, et à chaque fois on est là, non mais ça y est, on a compris en fait l'art quoi. Bref, et donc on va voir Orgueil et Préjugés et on prend une énorme claque parce qu'en fait, c'est les premiers... Enfin, moi c'était mes premiers vrais émois amoureux au cinéma. J'avais vu plein de romances avant, mais jamais aucune qui m'avait prise aux tripes, qui était aussi contrariée et aussi pudique. Et moi la pudeur c'est quelque chose que je connaissais bien pour l'avoir hérité de mon père. Et du coup de voir tous ces gens pudiques s'aimer en secret, pas se dire les choses. En plus moi comme mon père... T'effleures un poignet, c'est genre laisse tomber. Ça te fait 8 semaines de fantasme, quoi. Exactement. Puis c'est aussi un film qui raconte comment dans des petits espaces, dans des petites villes, etc. Les gens parlent beaucoup et comment tout le monde est sujet très rapidement à une terrible réputation. Et mon père qui venait de l'île Maurice, c'était pareil. Il me disait toujours quand on va à Maurice, tu dis pas tonton ci, tonton et t'as ça que machine que machin. Et du coup, je sais pas, ce film à plein de niveaux m'avait vachement parlé. Et on est sorti de là, on a fait OK, Jane Austen. Et nous, c'est parti. On a tout lu dans les 2 mois. Trop bien. Et c'est ainsi qu'a débuté notre passion insupportable. Après, on a regardé toute la série de la BBC, là où il y avait Colin Firth, mais jeune, qui sort de l'eau avec sa chemise, là, qui lui mouille le poitrail. Et alors, je l'ai vu ni l'un ni l'autre, mais j'étais sur Tumblr dans les années 2010. Et il y avait énormément de gifs des 2 versions de Orgueil et Préjugés qui tournaient partout parce qu'il y avait déjà un peu ce côté... qu'on appelle un peu maintenant le cottagecore, mais un genre de version très romancée de la vie anglaise. Tu vois, il y avait les meufs fans de Doctor Who, de Sherlock et tout, et il y avait aussi la Jane Austen mania où du coup les gifs en noir et blanc de Monsieur Darcy, t'inquiète, j'ai vu tout le film je pense en gif finalement. Bah ouais. Bah non, mais parce qu'en plus, le film a eu... Donc, c'était Joe Wright, je crois. Le film a eu vachement de succès, je crois, à l'époque. Déjà, excellent casting. Il y avait Keira Knightley, Matthew McFadyen, Rosamund Pike, qui n'était pas aussi connue à l'époque, qui joue Jane. Jenna Malone, qui n'est pas une immense star chez nous en Europe, mais qui quand même reste une belle star du cinéma indépendant américain. Et il y a le goût du sel dans le chat qui dit « J'ai beaucoup tardé à regarder le film parce que je m'étais fait mon idée des persos en lisant le livre. Des années plus tard, au visionnage, absolument pas déçu. » Et toi, du coup, t'as vu le film sans avoir lu le livre, mais c'est important aussi qu'il n'y ait pas de déception pour une œuvre aussi cultissime que Orgueil et Préjugés, de réussir l'adaptation. En vrai, vu le nombre de gens pour qui c'est un livre qui compte, perso, j'aurais sué un peu à l'idée de devoir réaliser l'adaptation. Tu m'étonnes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il continue à être un peu culte, c'est que c'est réussi, tout simplement. Ah mais c'est tellement réussi. Il y a un seul truc qui je trouve est moins présent, parce que quand j'ai lu après, je l'ai relu plusieurs fois, ce que contient le livre et ne contient presque pas le film, c'est l'humour. Le film fait vraiment le parti pris du mélodrama, machin, et même... Oui, c'est cette image que j'en avais, c'était beaucoup plus amour contrarié entre des gens qui se regardent d'un bout à l'autre de la pièce et qui sont là... Non, mon père ne voudra jamais partir. Un film après, Bollywood finalement. Moi j'ai grandi avec ça, c'est vraiment le pitch de 100% des films. Mais peut-être moins de danse dans Orgueil et Préjugés. Pas tant parce qu'ils font des balles toutes les 2 putains de secondes. Et j'avais pas du tout le côté fun, tu vois, impertinent un peu de personnages féminins qui en fait... en tout cas, Orgueil et Préjugés et Sorcellerie, ça parle vraiment principalement de meufs et de rapports entre meufs. Et oui, il y a de la romance, mais c'est pas... le cœur, en fait, j'en sais plus sur ce que l'héroïne pense des femmes que sur ce qu'elle pense des mecs, tu vois. Exactement. Bon, I guess à un moment faudra en avoir un, mais et il y en a elle qui kiffe lui quand même un plus gars, elle a quand même un peu envie de le canner tout, quoi. On le kiffe. On le kiffe. Mais juste pour et un jour, j'ai voulu montrer à mon mec Orgueil et Préjugés. Et vraiment, je le vais devant le film et au bout de 20 minutes, il m'a dit « Franchement, je suis désolée, je te donne le Joker que tu veux, mais là, c'est trop, genre. C'est le 50e bal en 10 minutes, je n'en peux plus. » Il me dit « J'ai toujours pas compris. » C'est ton mec actuel ou c'est maintenant ton ex? Et non, et même mon ex, Naël, qui regardait tout, et même mon mec qui regarde tout, mais là, ils m'ont dit « Il y a trop de balles. C'est vraiment, genre, méga boring. » de la scénographie balle. Mais alors que c'est là où tout se passe. Mais oui, mais c'est je là crois où que les hommes et les femmes ils ont le droit d'interagir dans la bonne société, ils vont pas s'envoyer des sextos, tu vois. C'est là où selon qui demande à qui de danser, mais bien et sûr, qui snob qui et qui regarde qui de l'autre bout de la pièce, ça veut dire des choses. Ils n'ont pas la subtilité de comprendre ça. Ils n'ont pas la subtilité. Non, mon mec a passé trop de temps à regarder j'allais dire l'UEF1, c'est ça, la Ligue 1, l'UEFA, la coupe de l'UEF1. C'est des gars ils font du foot mais dans des voitures de F1. Ah, c'est ça, l'UEFA, c'est les voitures. Non. Ah non, t'as dit l'UEF1. Ah oui, la F1, c'est les voitures. Ouais, ah oui. L'UEFA, c'est le foot. Ma connaissance Rocket du League, football. Alors,
Le goût du sel nous dit que les commentaires et la narration d'Austen jouent beaucoup pour l'humour dans les livres et c'est plus compliqué à retranscrire dans un film. C'est vrai que c'est toujours un peu le problème, c'est pareil avec les voix off de narrateurs internes dans les livres, c'est que, à part à opter pour une voix off au cinéma, ce qui marche pas toujours, retranscrire l'intériorité de la personne et notamment quand elle est un peu sarcastique ou qu'elle est en tout cas pas 100% sincère dans ce qu'elle dit parce qu'elle pense autre chose, c'est compliqué à mettre en scène. Je suis d'accord. Mais surtout, aussi, je pense que ça passe vachement par qui veut adapter ton film, adapter ton bouquin. En l'occurrence, Joe Wright ne fait jamais des films fondamentalement fun. C'est toujours méga drama. Et moi, j'avais adoré. Tout le monde a détesté ce film. J'ai pas compris. Il y a 2 ans, il a fait l'adaptation de Cyrano de Bergerac en comédie musicale avec Peter Dinklage et cette actrice que j'adore qui est le sosie de Jennifer Lawrence et dont j'ai oublié le nom. Voilà. Je sais pas, chercher Ronan. Non, c'est pas le. Non, mais c'est toi la reine des choses. Non, mais j'aurais pas dû. Tant pis. Merci beaucoup, Bicheful Biche, qui nous a fait atteindre le sub goal de 50 subs en offrant un sub à Le Goût du Sel. Merci beaucoup. Merci pour les subs. Des subs aux gens. Oh là là, mais j'apprends tant de choses avec vous ce soir. Incroyable. Déjà maintenant, je dis sub comme si c'était un mot de vocabulaire qui faisait partie de mon monde. Tout à fait. Donc, trop contente, quoi. Et donc, pardon, Jane, on était sur... Oui, on était sur les adaptations cinéma et c'est pas aussi drôle et en effet c'est très compliqué de retranscrire tout le sarcasme. Néanmoins je trouve que Elizabeth Bennet étant vraiment la sœur la plus marrante, mais ça c'était avant qu'on lise Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, Elizabeth qui dans le film et dans Orgueil et Préjugés est un peu le personnage sarcastique, vraiment caustique et tout, il y avait qu'à lui mettre des lignes de dialogue un peu plus funky et puis c'était réglé. Je vais pas apprendre son métier à Joe Wright, vraiment de toute façon il est formidable et on l'aime plus que tout. Voilà. Ah oui non, tu parlais de ce film avec Cyrano de Bergerac. J'ai tellement aimé, mais qui m'intriguait de base et c'est vrai qu'au final elle a pas eu de très bonnes critiques donc je me suis dit peut-être ça va. En fait j'aime bien l'idée. Peut-être que si c'est raté, je vais garder l'idée dans ma tête de Cyrano en comédie musicale avec Peter Dinklage. 22 sur 20. 22 sur 20. Et toi, mais du coup, tu dis que c'est un bon film. Moi, j'ai adoré. Et en plus, tu sais, c'est l'adaptation de la comédie musicale qui se joue à Broadway avec Peter Dinklage, qui est mis en scène. Qui est mis en scène par la femme de Peter Dinklage. Voilà. Incroyable. Oh là, ça travaille en famille, c'est beau. Ouais. Mais donc non, moi j'avais adoré, je vous le conseille, franchement, je veux bien recueillir vos avis parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule femme à avoir aimé. Ça a été un terrible pétard mouillé ce film, vraiment personne n'est allé le voir au cinéma. Sniff. Mais je me demande si c'est pas fait un peu canne par le Covid aussi, non ? Il me semble qu'il y avait... Il y a 2 ans, c'était fini. Bon, c'est toujours pas fini, mais c'était moins pire. Oui. Je veux dire, on n'était plus en crise de confinement, ouais. Je trouvais déjà plus le... Alright. Passons donc, après cette belle introduction sur Jane Austen, 45 minutes. Orgueil, Préjugés et Sorcellerie. Oui. En commençant par le fait qu'il est signé Melinda Taube et que je n'avais pas googlé, mais que je me suis rendu compte en lisant le petit rabat fort pratique, bravo Eldercraft, que c'est tout simplement l'autrice de ce qui est devenu la chronique des Bridgerton. Formidable. Sur Netflix, un carton de fou que je n'ai jamais regardé parce que j'étais un peu en mode les jupons, les froufrous et les balles. Voilà, c'est pas mon truc. Jane Austen, j'ai jamais été dans cet univers-là et j'adore les trucs historiques. Toi-même, tu sais, que ça soit 19e, médiéval, machin. Mais j'ai un peu un trou, période 18-19e, ou que ça soit en France, toute la période Napoléon, j'y connais rien. Okay. Et puis, la période un peu victorienne, j'en ai une idée, je dirais quand même. J'ai genre Jack l'Éventreur et les mines, et c'est à peu près tout, quoi. Et le côté un peu plus steampunk, mais du coup qui n'est pas réel, évidemment. Et donc j'ai jamais regardé Bridgerton parce que j'avais l'impression que c'était un peu cucul-à-praloche, un peu dragé et balle, mais je sais que c'est un carton à tous les niveaux littéraires et au niveau série et que ça continue à être renouvelé et que pour le coup je respecte la volonté affichée de diversité dans une série historique où ils sont là. En fait, c'est pas réel. Donc on va mettre des gens de toutes les couleurs parce que guess what, on s'en fout, c'est pas réel. L'idée c'est que les gens ils vont tomber amoureux et de toutes les tailles aussi puisque je sais qu'il y a aussi des actrices entre guillemets plus size solo Hollywood qui jouent dedans. Donc bref, j'en ai quand même un avis mais bon. C'est déjà plus que c'est dans déjà ça. Non mais tu sais j'ai quand même un avis positif mais je me disais juste c'est pas ma cam mais ça a l'air bien pour les gens qui aiment bien les froufrous et Jane Austen et du coup c'est par la même autrice. Toi t'es dans la Bridgerton family ? Non mais c'est la même chose, j'ai tout regardé néanmoins j'ai tout regardé, j'avoue la première saison m'a déprimée, genre j'ai détesté et je suis un peu tombée dedans après et la 3e saison j'ai trouvé géniale et je me suis dit non mais attends mais j'ai adoré la saison 3, je me suis dit attends ils ont changé les auteurs, qu'est-ce qui s'est passé, c'est vraiment pris un essor formidable d'un point de vue scénaristique et j'ai trouvé très sexy aussi et en fait surtout c'est apparemment c'est hot c'est très hot et c'est surtout l'aboutissement, enfin si tu veux l'intérêt de Bridgerton au-delà des cancans et des romances etc, c'est aussi qui est-ce qui écrit la chronique des Bridgerton qui fait trembler un petit peu toutes les semaines l'aristocratie et la noblesse
de la cour, girl, un peu gossip girl, et donc tout le monde est là. Qui est-ce qui écrit les chroniques, machin, qu'on la défonce. Et dans la 3e saison, c'est enfin autour de la. Non, on sait déjà, mais c'est enfin autour de la chroniqueuse de tomber amoureuse, et c'est focus sur elle. Donc vraiment, c'est le personnage quand ça arrive pas aux autres. Et c'est le personnage le plus intéressant en fait de la série. Et donc enfin, on a un vrai focus sur elle. Mais l'avantage de Bridgerton, au même titre que Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'est que c'est marrant. Yes, c'est cucu. De fou, mais c'est aussi super gaulerie, et il y a plein de choses hyper bien senties et bien écrites. Donc au début je dénigrais de ouf Bridgerton, mais c'était une période où j'étais encore un peu snob. Je me suis tellement j'ai tellement déconstruit mon snobisme, franchement. Mais je pense que moi aussi je continue à le déconstruire, notamment avec le book club qu'on fait ensemble, ou avec ce projet de podcast avec ma meilleure pote Soraya, où je suis en fait il y a plein de choses auxquelles je donne pas leur chance parce que c'est pas ma zone de confort, parce que je suis pas sûre que ça va me plaire. Et en fait comme au resto, des fois c'est bien de goûter des trucs que tu connais pas. Bien sûr. C'est bien de tremper son orteil dans d'autres univers. C'est clair. Oh là là, écrivez des livres, merde. Métaphore culinaire, voilà. Bon, alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah non, c'est toi qui lis l'émission, pardon. Ah bah non, mais on co-lead, y a pas de souci. Okay. C'est un book club avec un K parce que. En fait, c'est parce que j'ai envie que ce soit toi qui le pitch. Je peux le pitcher, très bien. J'ai pitché Cendres et Sang et c'était pas facile. J'allais te proposer de le pitcher parce que je connais rapidement l'histoire de Orgueil et Préjugés, mais pas beaucoup. Donc je vais vraiment le pitcher. Non, mais je vais vraiment le pitcher comme un livre à part, j'ai envie de dire. Et puis si jamais j'oublie de préciser des trucs qui vont parler aux gens qui connaissent l'œuvre de Jane Austen, n'hésite pas. Et je pourrais te dire après ce que j'ai trouvé marrant au regard de je connais bien le livre originel. Comme carrément. Ça, on se complète. Tout à fait. Donnez-moi 2 secondes, je cherche une bouteille d'eau car j'ai soif. Je croyais que t'allais dire, donnez-moi 2 secondes, je vais lâcher une caisse. Non, quand même. J'aurais vraiment très fort respecté cette démarche. Ah, à chaque fois elle part et après je dois vous tenir la jambe toute seule. Bah écoutez, je vais lire les commentaires. Alors qu'est-ce que vous dites? J'ai lu une bonne part de ces livres. C'était plutôt sympa au début, mais j'ai arrêté quand j'ai commencé à sentir que l'écriture était forcée. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Genre la maison d'édition qui poussait au cul pour sortir le livre. Ah ouais, ça, insupportable. Oui, elle a une bonne plume. Franchement, je suis d'accord. Hein. Et je pense qu'on reviendra après sur le style de Melinda Taube parce que c'est vraiment un des gros atouts du bouquin, j'ai trouvé. Et je m'attendais pas à ça parce que moi j'ai pas lu Bridgerton, j'ai fait que regarder la série. Je m'attendais pas à ce niveau et de finesse dans les dialogues et tout, et à autant d'humour en fait. Vraiment, j'ai bien gaulerie quoi. C'est vraiment fun et du coup on en parlera, mais j'ai l'impression que l'hommage est validé quoi. C'est pas. Ouais, j'ai kiffé ouais. C'est pas genre rebondir sur Jane Austen histoire de. Ça respecte aussi le piquant de l'autrice. Ouais. Donc, Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, les confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière, nous plonge dans la petite bourgeoisie anglaise de la campagne je dirais au 19e siècle, il me semble, dans la famille Bennet, qui est affligée par le malheur car il n'y a que des filles dans cette famille et du coup il faut toutes les marier parce que sinon on va être fauché. Et on suit non pas les aventures de Lizzie Bennet, mais de Lydia Bennet, l'une des 5 sœurs, si je me trompe pas. Alors que en théorie il y en a 4, mais il se trouve que Lydia Bennet n'est pas tout à fait comme les autres. Non, en fait, il y en a 5. En vrai, Kitty, c'est quand même une sœur dans le. Ah d'accord, elle est quand même dans. Ouais, okay. Donc là, elles sont 5, mais il y en a 2 qui sont un peu spéciales. Il y a Lydia en premier lieu, parce qu'en tant que 7e fille d'une 7e fille, elle a hérité de pouvoirs magiques, tout simplement. C'est une sorcière, elle peut faire divers trucs qu'au début elle fait spontanément parce que personne lui a appris, et assez vite sa tante, qui elle aussi est sorcière locale, se rend compte qu'elle a hérité des pouvoirs et lui apprend à faire des trucs avec des herbes, des rituels, des choses comme ça. Donc il y a aussi un vrai côté apprentissage où c'est pas de la magie qui jaillit comme ça, il faut étudier un petit peu. Et un des premiers faits d'armes de Lydia Bennet, c'est qu'elle transforme son chat en sa sœur, Kitty, qui du coup est mi-une fille, mi-un chat, puisqu'elle peut changer de forme plus ou moins à volonté, mais elle est toujours cachée par un genre de charme qui fait que sa famille la voit toujours sous les traits d'une fille et ne se dit pas « Tiens, c'est bizarre, on l'a pas accouchée celle-ci ». Elle fait partie de la famille pour tout le monde, mais elle est très très liée à sa sœur Lydia, puisque elle n'existerait pas finalement sans elle, en tout cas pas sous cette forme. Et ça va être la plongée de Lydia dans le monde des sorcières, mais aussi dans la haute société, non pas londonienne, mais de Brighton, ville côtière que j'aime beaucoup, d'Angleterre, où elle va quand même y aller sous le prétexte de il faut quand même se trouver un mari et de faire un peu les balles des débutantes, mais en réalité elle est aussi en mission pour trouver un objet magique puissant, parce que elle se retrouve confrontée à un démon qu'elle n'a peut-être pas assez pris au sérieux au début, et donc elle a un peu une dette envers lui, et le problème c'est que si elle ne règle pas cette dette en trouvant cette source de magie puissante, eh bien c'est Kitty, le chat / sa sœur, qui est en danger, et personne ne veut qu'il arrive du mal à ce chat. Personne. Donc, c'est important.
Mais l'héroïne est aussi contente de sortir de sa petite bourgade de campagne, Oui. d'avoir des nouvelles tenues et de pouvoir aller fréquenter des de balles nouvelles avec copines. d'autres garçons et d'autres Oui. copines. Voilà. Bah t'as très bien résumé, hein. Merci. Toujours Merci. des travaux formidables en termes de contexte. Oh merci, j'adore tout ce qui est pitch. Oh, on me demande et Kalindi, elle s'hydrate pas. Ça craint de boire dans la même gourde ou Non, mais je regardais, hop, Oui, c'est juste que mon verre est vide. Oui, tu veux que je te le recharge? Bah oui. Eh bah ok. Écoute, pendant ce temps, n'hésite pas à Je nous vais lire dire. les commentaires déjà. Tu peux, et puis ouais, on n'a alors, pas faut eu que le temps depuis, mais surtout n'hésite pas à dire ce que tu en as pensé. Je Ah oui, reviens oui, tout oui. de suite. Alors, eh ben moi, pour tout vous dire, j'étais aux urgences la semaine dernière quand j'ai commencé à lire Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, car j'avais une petite infection des reins, rien de très grave, mais un peu chiant quand même. Et donc je suis aux urgences et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour embellir mon moment? Et je me suis dit, ah c'est vrai que j'ai ce bouquin dans mon sac qui n'attend qu'à être lu. Et donc, Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, et elle a mis trop de mousse dans ma bière. C'est quoi ça comme Je travail? suis pas très douée pour la Il bière suffit vraiment de pression. mettre le verre à l'horizontale, bordel. Mais après ça déborde, bref. Vraiment, je peux rien dire car Mimi, avant, m'a fait une chicken soup maison délicieuse C'est vrai. et m'a servi de manière ravissante et merveilleuse comme chaque fois. Généreuse. Et généreuse surtout. Même si, contrairement à ton compagnon, j'en ai pas mangé 4 assiettes. Et j'aurais Tout dû. le monde n'a pas son talent. Et pardon, je lis en même temps. C'est dur, hein, à la Eh. fois de. Ouais, c'est un vrai Mais métier. je gère le chat, t'inquiète, je te dis quand il faut. Concentre-toi sur ton discours passionnant. Donc écoute, ouais, j'étais aux urgences Oui. et ça a illuminé mes 4h30 d'urgence. Heureusement que c'était pas Cendressant parce que ça t'aurait moins mis de bonne humeur. C'est clair. Et franchement, c'est ça le pouvoir de la lecture, quoi. Enfin, franchement, j'étais dans un endroit horrible. Bah, les urgences, c'est toujours horrible, avec des gens qui hurlaient. Parfois de douleur, parfois d'impatience, et parfois des enfants qui hurlent de manière naturelle pour aucune putain de raison. Bon, peut-être parce qu'ils ont mal ou qu'ils sont malades vu qu'ils sont aux urgences. Non, c'était juste des qu'ils sont- accompagnements, c'était c'était- les accompagnants des C'était parents. plus sain. C'était des plus sains de parents qui attendaient que quelqu'un d'autre sorte, et j'étais là. Ah, insupportable. Bon, bref. Ils n'ont fait que hurler, ce qui était difficile pour moi qui était vraiment en train de souffrir. En vrai, oui. Et ça me semble irréel que ce live soit là. Et oui, Isil nous dit: je suis trop habituée à écouter les book clubs en podcast, ça me semble irréel que ce soit en live. Et oui, nous sommes physiqués, tous les book clubs sont en live et ensuite en replay, vidéo et podcast. Voilà, abonnez-vous. un plaisir. Et Aiden nous dit: quoi de mieux que de lire les aventures d'une jeune femme magique entre 2-3 cris lugubres. Tout à fait, franchement, ça m'a sauvé la vie. Et même quand le médecin est venu me dire on a le résultat de votre CBU, j'étais un peu là, genre casse-toi, je suis en train de bouquiner. Et reviens dans 2 excuse-moi, heures. Je suis au milieu de mon chapitre là, donc reviens plus tard. Et je crois que j'ai vraiment fait genre. En levant les yeux on au va ciel. vous dire si vous allez mourir ou pas. T'es là, c'est pas pressé en fait. Je suis occupée. Merci. Ouais, non, franchement, j'étais à fond dans le bouquin, quoi. Et alors, au même titre que, enfin, exactement comme pour Cendres et Sang, je suis rentrée dedans hyper facilement. Mais en plus, là, avec une strate en plus qui est que c'est un genre que j'affectionne de base. Pas spécialement les bouquins de magie, on en a parlé la semaine dernière. Mais la romance, l'incursion dans la bourgeoisie anglaise à jupons, les petites bisbilles entre sœurs, les petites affaires de qui va épouser qui aura le plus de thunes et est-ce que c'est Qui ça a la qui plus compte, belle robe, qui a a la un plus- décolleté qui a correct, des petits rubans, mais quand même voilà, plongeant, exactement. qui a les mèches à la mode et oh regarde là cette connasse elle est naturellement bouclée alors que nous on doit se boucler les cheveux. Il y a quand même des nani nana. J'ai Oui. bien aimé, hein. J'ai adoré. Par contre, à un moment donné, elle dit ouais, tout le monde était habillé en fuchsia et en cyan. Je suis là, ah bon? Genre, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit une époque où les gens mettaient du fuchsia. Et là, c'est peut-être l'influence, son amour, genre comme dans Bridgerton. Très pastel. Très pastel, coloré. mais plus que pastel, genre vraiment fuchsia. Je suis là, c'est une couleur que personne n'aime. Enfin, bon. Après, il me semble qu'elle note qu'à Brighton, comme c'est au bord de la mer, c'est quand même plus coloré que déjà la ville Non, où mais elle fuchsia. vient et même la mode. Mais elle insiste aussi sur le fait que pas mal des... Après, elle a aussi un regard critique, mais que pas mal des femmes portent selon elle trop de couleurs ou des couleurs qui vont pas ensemble. Ou en tout cas, il y a un côté un peu criard. Bon, pas Hunger Games, tu vois, mais pas le Capitole Ouais. de Hunger Games, mais un peu un côté, bah, tout le monde force. Parce qu'en fait, tout le monde est là pour draguer le meilleur parti aussi, tu vois. C'est Bien que sûr. des gens qui sont en représentation et en concurrence. Bien sûr. Et bah, tout le monde fait un peu le pan. Évidemment. finalement. Plot twist, le fuchsia, ça ne va à personne. Mais bon, c'est pas le sujet. Bah, surtout que la personne qu'elle décrit le plus en fuchsia est rousse. Eh oui. Rousse avec des taches de rousseur partout. Mary du fuchsia, King, ce qui on est l'adore. audacieux, parce que généralement on dit aux personnes rousses évite les couleurs trop chaudes, ça va te rosir le teint. Après, moi je suis dans la team. Mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez, et si ça jure, on s'en fout tant que C'est vous vous clair. sentez bien. Et merci beaucoup à Bicheful Biche pour ce 2e abonnement offert à Isil31. Mais la générosité, ça ruisselle. Oh là là, c'est sympa ça.
Et Zach Siwoo nous dit les nannies, les nanas, tout ce qu'on aime, évidemment, on est là pour ça. Bah écoute, ouais, j'ai plongé facilement dedans et je me suis éclatée. En vrai, excusez-moi, je meurs. Je me suis globalement éclatée parce que j'ai trouvé qu'on allait de rebondissement en rebondissement. Ah bon, en fait, on n'a pas le temps de se faire chier. Il se passe énormément de choses dans ce bouquin. Parce que, évidemment, il y a l'histoire de Lydia. Et en filigrane, ce qui se dessine aussi, c'est évidemment les trajectoires de chacune des sœurs. Alors, c'est très léger. C'est juste, surtout pour faire des petites références à l'œuvre originelle. Mais ça fait plaisir de voir où est-ce qu'elle se situe dans l'histoire des sœurs Bennet. À quel moment, tu vois? Est-ce que c'est avant que Elisabeth ait épousé Darcy ou est-ce que c'est après? Donc, parce qu'en plus, le bouquin est en montage alterné. On va dire, il y a deux temporalités. Oui, exactement. Il y a la Lydia contemporaine, en tout cas du moment où le bouquin prend place, qui est adulte, qui a l'air d'avoir une vie pas forcément très très facile, elle roule pas sur l'or et tout, elle a pas l'air très heureuse en ménage, enfin bon, ça a pas l'air d'être le destin rêvé, qui nous plonge dans des flashbacks de comment j'ai appris que j'étais sorcière et comment j'en suis arrivée là. C'est un peu le classico genre bruit de vinyle scratch, hey c'est moi, vous vous demandez comment je suis arrivée dans cette situation. Et du coup on a des très longs flashbacks qui sont un peu le cœur de l'histoire, en tout cas pendant au moins la première partie, mais on revient régulièrement à la Lydia de maintenant, qui non seulement nous donne des nouvelles du coup à différentes temporalités de ses sœurs et de sa famille, mais aussi prend à partie la lectrice et apparemment s'est engagée à écrire ses cahiers, donc ses notes, ses confessions scandaleuses pour quelqu'un, et elle nous parle comme si on était cette personne, mais elle fait aussi très clairement référence au fait qu'on connaît l'histoire des sœurs Bennet, puisqu'elle dit bon, je vous raconte l'histoire mais vous la connaissez, voilà, Elisabeth, Darcy, machin, il est beau, il est riche, tout ça, et moi j'étais là, mais il est pénible, j'ai raté le coche, du coup j'ai pas la ref, mais c'est vraiment très assumé que il y a une connivence de ok, vous avez la ref, vous voyez. Bah, je crois qu'elle pouvait pas, enfin, tu pouvais pas ne pas le faire parce que sinon les gens allaient lui tomber dessus en mode Donc, non, franchement, j'ai trouvé que c'était un super chouette bouquin, hyper divertissant, qui n'avait pas à rougir de l'œuvre originale parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment marrant. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tous les personnages qu'on suit dans Orgueil et Préjugés d'ordinaire ne sont pas les héros de ce bouquin. Ils existent, mais vraiment en toile de fond. Et c'est surtout qu'en fait, on apprend à les voir différemment. C'est-à-dire que quand on a lu Orgueil et Préjugés, la personne qu'on aime le plus, normalement, c'est Elisabeth Bennet. Et Jane, parce qu'elle est parfaite. Bon, bref, on la déteste. Et Elisabeth aussi là-dedans de Jane est super mal, elle est super gentille, elle chante super bien. Puis en plus elle me donne la thune donc je peux pas lui en vouloir, mais elle cumule quand même. C'est ça. Et Elisabeth, même si elle peut être pénible dans le bouquin à plein de moments, ça reste l'héroïne du roman. Et là, en fait, on va taper un peu sur Elisabeth. Lydia dit qu'elle l'aime pas beaucoup, c'est vraiment la sœur qu'elle aime le moins. Voilà. Avec Marie qui prend des tirs. Ouais. Oh la Marie, elle est vraiment en mode bon, celle-là, personne l'aime, elle chante comme la pluie, elle est vilaine. Enfin, c'est la moins belle. Vraiment un peu très hautaine et très condescendante. En gros, elle est amoureuse de Mr. Collins tout le temps. Ce qui est pas possible. Ouais, qui a l'air très chiant, Mr. Collins. Ah ouais, franchement, il est formidable. Très prêchi-prêcha. Ah ouais, il est. Bah oui, c'est un prêtre. Ah bah ça. Finalement. J'avais pas dessus. C'est vrai que les pasteurs, ils ont le droit de se marier. Bref. Oui, pasteur, pardon. Et ouais, c'est ça que j'ai trouvé marrant, c'est que du coup, tous les personnages qui sont les héros d'un bouquin d'époque deviennent un peu les gens qu'on peut un peu pas encadrer dans celui-là. Et j'ai trouvé qu'inverser justement ces rôles-là, c'était vachement fun, d'autant plus que Lydia, dans le roman original et dans le film, bah c'est vraiment le personnage agaçant de par sa naïveté, qui s'entiche assez rapidement de Wickham. Wickham étant le pire gars et qui est le démon principal du bouquin. Voilà, qui est aussi du coup le potentiel compagnon, en tout cas officiellement de Lydia, mais qui est montré comme une puissance dangereuse en tout cas quoi. Tout à fait. Et c'est aussi une réécriture de ce personnage qui, non content d'être le pire gars, est maintenant littéralement un fils de Satan. C'est ça. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que dans Orgueil et Préjugés, il y a le truc qui précipite la famille Bennet dans le déshonneur et dans la honte la plus totale, c'est que Lydia s'enfuit avec Wickham. Oh là sachant que Elisabeth était elle-même amoureuse de Wickham avant ça et pensait que c'était vraiment un agneau, alors que plot twist, en fait, il a grave trahi Darcy, qui était son meilleur ami machin, et qui s'enfuit avec sa sœur. C'est un mec toxique.
méga toxique. Et donc, c'est drôle parce que c'est vraiment un gros truc du bouquin et de l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Et là, ça va nous livrer une version totalement différente de ce qui s'est passé entre Lydia et Wickham. Et c'est une réécriture que j'ai trouvée vraiment, franchement, méga fun. Et j'ai rigolé à plein de moments. C'est drôle, c'est hyper bien écrit. J'ai beaucoup pensé à toi, moi. Bon j'ai beaucoup pensé à toi dans l'héroïne, dans le regard qu'elle porte sur le monde qui l'entoure, sur les moments où elle est là à commenter la mode aussi. Et tu vois, et puis toutes les règles non dites de ce monde très prout-prout, tu vois, où elle est là, elle en est consciente et en même temps elle s'en fout un peu. Pour moi, il y avait une vibe vraiment Kalindi dans les Putain, mais comment tu me vois? Ouais, j'étais... attends, j'adorerais aller en soirée victorienne avec cette meuf et donc moi avec aussi. toi, tu vois. J'adore. Tu sais ce qu'on va faire? Un bal victorien. J'ai vu qu'à Versailles, le château de Versailles, oh my God, une fois par an, oui. Tu pouvais... ça coûte une fortune, mais on peut peut-être essayer de demander à quelqu'un. Et s'il vous plaît... influenceuse. Ouais, influenceuse livre. On fait des stories. Influenceuse Versailles, mon rêve. Ouais, c'est très vrai. Et donc, tu arrives avec des grandes robes de bal, des loups, t'es maquillée par la team, je crois, là-bas. Oh là là. Te prête des robes et tout. Et il y a un espèce d'énorme DJ set qui a lieu dans une des salles de Louis XIV. Mon mec, à un moment, il regardait un DJ set de Bon Entendeur à Versailles. Du coup, putain. peut-être ça. Ah, Ça peut-être. avait l'air sympa. Mais je sais ça a plus l'air si les gens, ils étaient génial. tapés. Mais il faut qu'on fasse ça, qu'on Grave. mette les belles robes, les petites bouclettes. Les frisottis, bien sûr. Oh là là. Je pense que probablement l'Assemblée est pas mal de droite. Mais tu vois, C'est avec sûr. toi, j'y vais. Infiltrer Et la on droite rit. comme ça une soirée au château de Versailles. Je crois Ok. que j'aurais le droit d'être en basket sous ma robe parce que je porte pas de talons. Bah, bien sûr. Non, je mettrais des mocassins à gland. Était Louis XIV lui-même. Ah oui, des petites chaussures pointues qui remontent. Je crois que c'est de là que ça vient l'expression tu me casses les pieds. Bah en fait, C'est mon chat qui vient de faire un ronronnement. Mais oui, extrêmement. Ça va ? Oui, c'est juste qu'elle rêve. je crois qu'à l'époque c'était les ménestrels qui avaient des chaussures à bout Méga rebiquant. recourbé, ouais. Et qu'en fait, souvent, les gens leur marchaient sur les pieds parce qu'ils cassaient leurs chaussures en deux. Et donc, il me semble que ça n'est pas pratique du tout. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une paire de souliers qui rebique un peu à l'avant ? Sans doute. Avec des grelots, évidemment. Ok, bah du coup, tu as... Donc pour moi, plaisir de beaucoup bout en de bout. J'ai trouvé que la sorcellerie était... j'ai trouvé que les codes qui régissaient un petit peu l'univers et comment fonctionne la sorcellerie, parce qu'en gros, le truc, c'est un peu, en fait, à chaque fois que Lydia elle veut faire un sort, il faut qu'elle sacrifie quelque chose, soit d'elle, soit de quelqu'un d'autre, en tranchant par exemple la main d'un des officiers, parce que voilà, il y a tout un bail où elle dragouille vachement. Il y a le pouvoir du sang, il Ouais. y a le pouvoir de la douleur, soit elle peut s'infliger de la douleur, soit en infliger à quelqu'un plutôt de consentant, j'ai l'impression. Mais il y a aussi des sacrifices métaphoriques. C'est par ça. exemple, j'ai bien aimé que pendant longtemps, elle est loin de sa famille puisqu'elle est à Brighton. Et parfois, elle sacrifie la dernière lettre qu'elle vient de recevoir et qu'elle n'a pas encore lue de sa mère en se disant ça va vraiment, en vrai, ça va vraiment faire chier de la jeter au feu et de pas la lire. Mais je sais que je pourrais réécrire à ma mère derrière et que ça me permettra de faire ce petit sort. Et bien sûr, plus le sort est puissant, plus le sacrifice va Et grand. devoir l'être aussi. Ouais. Et j'ai trouvé que tout ça, c'était vachement bien régi, vachement bien pensé. J'ai beaucoup aimé tout l'imaginaire qui a été inventé, la grotte au coquillage, les joyaux qu'il faut rechercher et tout. C'est quoi leurs caractéristiques. Donc non, franchement, j'ai passé juste un excellent moment. Merveilleux. Le seul truc, peut-être, si j'ai une critique, voilà, parce que Bah allez. Bon. Je suis toujours un peu moins fan du format confession où on s'adresse un petit peu à moi. T'aimes pas quand ça casse le quatrième mur? En tout cas, pas trop comme ça, parce que parfois je trouve que ça fait un peu adolescent. Ok. Et c'est un peu, pas plus young journal adulte, tu vois. intime, Ouais, quoi. bah voilà. Et du coup, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, vu que j'approche quand même de l'extrême vieillesse, la la retraite, gériatrie finalement. Donc c'est pas ce que je préfère, mais peu importe quoi. Tout le reste m'a passionné. Et toi, ma chère Mimi, alors? Bah écoute, j'ai passé aussi un super moment et j'étais pas forcément ultra confiante. Alors bon, pour l'aspect Jane Austen, comme je l'ai dit, c'est juste, je lui ai jamais donné sa chance. Mais l'aspect sorcellerie, j'avoue que vu la tendance, je dirais, de ces quasiment 10 dernières années sur tout ce qui est witchy, witchcraft, j'ai l'impression que ça a été un peu usé, abusé à toutes les sauces. Et moi, j'ai beau être très fantasy, je suis pas très sorcellerie au final, tu vois. Genre, j'ai lu Harry Potter évidemment quand j'étais gamine, mais j'ai l'impression que la plupart des bouquins avec de la magie que j'ai lus n'étaient pas centrés sur les magiciens, ou alors c'était une version quand même assez sombre de la magie et de notamment ce qu'elle coûte. J'avais parlé dans Laisse-moi kiffer un moment d'un roman qui s'appelle Vita Nostra, qui est un roman, alors je vais pas dire de bêtises, ça a été écrit par quelqu'un qui vient d'un pays de l'Est, je crois ukrainien.
Je crois qu'au début j'avais dit c'était un roman russe et les gens étaient là non, Aïe. non, pas russe. Donc je vais éviter de refaire la même connerie. Et où c'est un peu Harry Potter, quoi. C'est une gamine qui se découvre des pouvoirs et où au final il se trouve qu'il y a une école de magie et qu'elle y rentre et c'est vraiment un pensionnat, un internat où elle va passer toute son adolescence. Mais en fait, le fait de faire de la magie est tellement... En fait, ça rend fou parce que juste vraiment ça casse la perception que t'as du monde et plus elle apprend la magie. En fait, les élèves de dernière année, quand elle arrive en première année, elle est là, ils sont fous. Ils parlent tout seuls, ils parlent au mur, ils se grattent et tout. Et en fait, plus ça va, plus elle est là. Yes, en fait, on peut pas maîtriser la magie sans devenir forcément un peu dingo et puis sacrifier beaucoup de soi-même. Et justement, j'avais bien aimé cette vision un peu plus, je dirais, mature de la magie et puis plus sombre. Mais voilà, sinon, les trucs de sorcellerie, généralement, j'avoue, c'est pas trop ma cam. Et j'avais, comme c'est... Mais je me fais avoir aussi par le marketing et par mes propres préjugés parce que comme c'est féminin et sorcellerie, je me suis fait l'idée que c'est un peu witchy comme ça se fait beaucoup et pas très intéressant. Peut-être que si ça avait été pas féminin, c'était un sorcier, je me serais moins dit ça, tu vois. Eh bien, aïe Mimi. Il faut le dire, hein, je ne suis pas la cible et pourtant, comme toi, je dépasse mon snobisme et mes idées reçues et j'en suis ravie parce que j'ai passé un super moment avec la partie orgueil et préjugés, donc la partie bal, lutte des classes en tout cas, différence de classe sociale, et puis regard assez acerbe de Lydia sur à la fois sa famille et ses sœurs, mais aussi la société qui l'entoure. Et la partie sorcellerie, où j'ai bien aimé déjà cette idée de sorcellerie qui a un coup, c'est assez simple, tu vois, mais je trouve ça marche. On se prend pas la tête à expliquer tout le système de magie, les règles, les trucs, on s'en fout. On sait que des fois, il y a des trucs où il faut des herbes. Généralement, il faut un peu d'herbe, un truc genre de l'eau recueillie à la pleine lune ou quoi, et puis une petite incantation. L'eau de mer qui les rend complètement bourrés, les sorcières, apparemment. Parce qu'il y a une puissance, il y a un genre de magie de la mer. C'est chiant, mais ça d'ailleurs. Qui, du coup, les rend ivres et les désinhibe, mais qui est aussi dangereuse parce que la mer, elle veut attirer les sorcières en leur promettant que elles auront un pouvoir décuplé, ce qui est vrai parce qu'elles auront accès à la magie de la mer. Mais guess what, les sorcières ça vit pas sous l'eau, donc le prix c'est pas forcément méchant entre guillemets de la part de la magie de la mer, c'est risqué quoi. Donc en abuser, ça rend bien fonfon et j'ai beaucoup aimé aussi ça. Super scène, super séquence, vraiment chouette. Ouais, tu sens il y a un côté un peu danger quand même autour de cette magie, il y a des ennemis, il y a des démons, il y a des risques, parfois il y a besoin soit de sacrifier métaphoriquement un humain en le blessant, soit il y a des animaux qui sont sacrifiés quand même pour faire des rituels. Et il n'y a pas tous les sorciers et surtout toutes les sorcières, puisque c'est principalement des femmes sorcières qui sont bien intentionnées et bien intentionnées. Et on voit plusieurs, je dirais, coven, plusieurs groupes de sorcières à différents endroits, donc à la campagne, à la ville, qui sont plus ou moins puissantes. Et j'ai bien aimé déjà le côté cercle de femmes et qui est pas montré de façon, tu vois, féminin sacré, machin. Genre, la première fois que Lydia, elle va à un coven, elle est toute jeune, elle est ado et elle y va avec sa sœur / chat Kitty. Et sa tante qui est un peu celle qui leur apprend la magie au tout départ et qui s'avère être très rapidement dépassée par les pouvoirs et l'ambition de Lydia. Oui. Et puis par le truc de, en fait, il y a un démon qui s'en prend à elle et qui lui dit « Je vais prendre ta sœur !» tu fais ce que je veux ou sinon je la bute en fait. Oui, et les gens l'engueulent un peu. Random, sans vrai. Genre, c'est chiant que t'aies fait le pacte avec le démon. Et je suis là, il allait buter son chat / sœur. Oui, bien clair. sûr, elle l'a pas laissé faire. Bref. Et donc elle arrive à ce tout premier coven qui est, on le comprendra, un peu un coven de campagne, un peu rustre finalement, même si pour elle c'est déjà hyper impressionnant évidemment. Et c'est plein de femmes de tous âges qu'elle reconnaît comme étant tout simplement des femmes du village, mais totalement transfigurées par le fait d'être réunies en tant que sorcières, qui sont nues. Et c'est pas du tout un truc de féminin sacré, de truc. Elle parle assez naturellement de en fait, au bout d'un moment, être la seule habillée, ça me paraissait à moi bizarre. Et puis, en fait, j'ai grandi avec une mère et 4 sœurs, donc j'ai vu des corps féminins très différents. La nudité, ça me choque pas. Et du coup, je trouve il y a plein de personnages féminins qui sont assez réalistes, même ceux qu'on voit pas très longtemps, mais qui forment une vraie galerie de meufs réelles où j'y crois, tu vois, et où en même temps. Je crois que ces meufs, peut-être des fois, à la pleine lune, elles vont se foutre à poil et sacrifier une chèvre pour, je sais pas, J'aime bien aussi le fait que pendant longtemps, elles utilisent la magie pour des trucs très triviaux, très banals. C'est vrai. Ça tient un peu au fait que, notamment, la tante qui initie Lydia, elle a pas des pouvoirs très importants, donc elle peut pas faire des dingueries, mais elle lui apprend des sorts pour
que les gens ils trouvent qu'elle est bien habillée même si elle est toute défraîchie, ou pour passer un peu inaperçue pour pouvoir choper un biscuit en plus dans le pot de cookies, tu vois. C'est pas du tout des trucs genre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais moi j'avoue ça me saoule toujours un petit peu. C'est comme dans Harry Potter, à chaque fois que t'es au terrier et que tu vois la daronne Weasley qui fait des sorts et je suis là, c'est à ça que tu utilises ta magie, genre c'est vraiment pété, tu vois. J'ai l'impression que si j'avais de la magie, je l'utiliserais plus souvent pour faire ma vaisselle ou me ramener le livre que j'ai oublié dans ma chambre que pour je sais pas, transfigurer l'humanité ou me téléporter à l'autre bout du monde, tu vois. Je pense que ça ferait partie des outils du quotidien. Mais t'as déjà un lave-vaisselle, wesh. Alors déjà, non, la vaisselle à la main. Et mais oui, mais tu vois, c'est comme maintenant j'ai un smartphone et je peux faire plein de trucs avec. Que je pouvais faire avant, mais maintenant j'ai une baguette magique qui le fait. Et j'ai trouvé que ça, en fait, une fois que l'héroïne, en grandissant, parce que donc on la suit sur 2 temporalités, une fois quand elle rentre dans l'adolescence et elle découvre ses pouvoirs, et une fois qu'elle est plus adulte. Et une fois notamment qu'elle arrive à Brighton, dans un peu plus une grande ville, et qu'il y a des enjeux plus sérieux, il y a aussi des facettes plus dangereuses, plus puissantes de cette magie qui se révèle, et elle se rend compte. Ah ouais, d'un côté, en fait, j'ai un peu pris ça à la légère, j'ai un peu pris ça comme un truc rigolo, pas très grave, alors que bon, ça a l'air d'être quand même, ça peut être question de vie ou de mort. Et en même temps, elle est là, c'est aussi ça qu'on m'a appris, et puis la campagne, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire, quoi. Et il y a aussi un côté... on peut utiliser la magie pour des raisons vénales, on peut l'utiliser pour faire le mal, on peut l'utiliser pour soit précipiter la mort de quelqu'un, pour faire tomber quelqu'un amoureux, coup de foudre, ce qui pose toujours des questions de consentement et tout, mais qui est important dans un monde où c'est très important de se marier à la bonne personne. Donc, et qui permet de faire quelques quiproquos dans le bouquin et des scènes un petit peu qui sont vachement marrantes, je trouve, et notamment avec Mr. Collins, qui est vraiment le personnage le plus inintéressant et dont Mary, la jeune sœur la plus insupportable, est très amoureuse, ce qui est très étonnant d'ailleurs. Mais en même temps, j'aime bien cette idée de en fait, ils iraient bien ensemble parce qu'ils sont insupes de la même façon. Ils sont ce côté moi je suis une personne plus pure, plus respectable, plus sacrée, plus digne et tout. Mettez-vous ensemble et arrêtez de faire chier le monde, tu vois. C'est des concours entre vous de qui est la personne la plus coincée du fion et arrêtez d'embêter les autres. Mais sauf que lui, il aime pas Mary, donc c'est vraiment très triste, pauvre Mary. Mary, personne l'aime, j'ai l'impression. C'est affreux. Terrible. C'est affreux, j'aurais bien aimé qu'on redore un petit peu son blason comme on a redoré celui de Lydia, mais bon, peut-être dans un 2e tome finalement de Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, j'espère. On se rendra compte que Marie elle est super et que Lydia c'est une connasse. Il y a Isali qui dit trop cool, vraiment je n'ai pas du tout entendu parler de ce livre et je serais passée à côté avec les mêmes préjugés, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'adaptations ou d'inspiration Orgueil et Préjugés pas toujours réussies. C'est vrai qu'à un moment il y avait une vraie vague. Orgueil, Préjugés et Zombies là. Voilà, c'est l'exemple un peu. Après il me semble que c'est considéré comme pas mal pour les gens qui aiment bien les zombies et Orgueil et Préjugés, un peu comme celui-là au final. Peut-être. Ne fait pas rougir Jane Austen, j'espère, là où elle est, et ne fait pas passer un mauvais moment à moi qui suis quand même plutôt zombie que Jane Austen. Alors oui déjà, mais aussi qui ai lu pas mal de trucs avec de la magie et de l'apprentissage de la magie et des règles de magie, et j'ai passé vraiment un bon moment. Je me suis pas sentie, comment dire ça, j'ai pas senti que c'est de la magie con, tu vois, genre ok on a juste rajouté de la magie mais il y a zéro règle, zéro logique, c'est juste hop là, abracadabra, elle fait ce qu'elle veut. Il y a quand même des enjeux, il y a des risques, c'est pas une magie inépuisable, parce qu'il y a aussi elles ont un genre de réserve de magie justement qu'elles peuvent augmenter en faisant des sacrifices et tout, mais ça draine quand même beaucoup d'énergie et elles peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, mais elles peuvent aussi unir leurs forces, ce qui est cool. Et je dirais que c'est moins cliché sororité que ce que j'aurais pu craindre aussi, dans le sens où y a des rivalités féminines, il y a des rivalités mais petty as fuck, genre vraiment qui se reposent sur en fait on est 5 sœurs enfermées sous le même toit, donc déjà on va se faire des crasses, elle dit qu'elle arrête pas de se bagarrer dans la boue avec sa sœur chat et que comme elle a son charme qui fait crari, sa robe elle est propre, du coup tout le monde s'en fout. Elle est jalouse des meufs plus jolies, elle est jalouse des meufs qui dansent mieux. Elle est jalouse des filles populaires ou des filles qui sont héritières d'une meilleure fortune qu'elle aussi. Et à la fois, elle passe son temps à dire ma plus grande qualité, c'est que j'adore les gens. Je suis là, vraiment, tu passes ta vie à les critiquer. Mais bon, ok, pourquoi pas. Mais non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve que. Et puis il y a moult trahisons. C'est quand même un peu épique. Ouais, au moins Rings of Power saison 2. Mais je suis d'accord, la galerie de personnages féminins est vachement intéressant, même si évidemment qu'il y a quelques trucs qu'on voit venir et tout, mais ça c'est pas grave du tout. Et j'ai beaucoup aimé en particulier le personnage de Maria Lamb. Yes, on n'en a pas parlé du tout. On n'a pas parlé. Elle arrive dans la 2e partie. Est-ce que tu veux tenter de pitcher qui est Maria Lamb, que j'ai beaucoup aimé aussi et qui...
pense pas qu'elle est dans le Jane Austen du coup de base, et qui apporte du coup un peu de fraîcheur et de diversité aussi dans cette société un peu poussiéreuse quand même. Tout à fait. Et ben Maria Lamb ou Lambie, je sais pas comment on dit. Comme un agneau quoi, un peu quoi. Ouais, mais avec un E à la fin. Est une jeune femme qui arrive dans la deuxième partie à Brighton et qui vient d'arriver d'une île caribéenne. Oui, je crois que c'est Saint-Joséphine. Sainte-Joséphine. Donc ça fait partie des colonies à l'époque. C'est ça, sa maman... Et des colonies où il y a des esclaves. C'est ça. Sa maman était une femme noire, son père était un homme blanc, fils d'esclavagiste, anti-esclavage. Et ça, c'est un sujet qui est traité sans non plus qu'on rentre à fond dedans et que ça devienne un livre sur le sujet. C'est jamais un bouquin à sujet. C'est juste qu'il y a plein de choses qui sont abordées à l'intérieur de manière assez organique. Et donc, cette jeune femme, au départ, elle est introduite dans la haute société et on dit attention, il y a cette femme qui va arriver. Il paraît qu'elle est incroyable et magnifique et tout. Et ça va vraiment être l'attraction de la soirée. Et héritière d'une immense fortune. Colossale. Et puis voilà, il y a une grosse exotisation ils s'attendent à avoir une princesse des îles, quoi, limite avec un collier d'hibiscus autour du cou, quoi. C'est ça. Oh là, elle est métisse, elle vient des îles, elle va nous ramener, elle va danser de façon sensuelle, elle va avoir des fleurs dans les cheveux et tout. Et en fait, elle arrive, elle a vraiment une robe grise. Elle est pas quoi. Enfin, elle a tiré ses belles boucles en un chignon strict et elle fait la gueule de A à Z. Et donc tout le monde est là, trop chiante, la fleur exotique. Elle parle mal polie, elle est fauchée et tout. Elle est là, bah pourquoi. Limite, elle lui dit pourquoi tu me parles vu que ta fortune familiale elle est nulle. Et Lydia elle est là. Alors. Déjà, aïe. Et aussi, ça se dit pas trop à voix haute en fait, ça d'habitude. Et à la fois, elle est un peu impressionnée quand même par l'extrême franchise de Maria. Ouais. Et en fait, donc tout le monde est hyper déçu parce que tout le monde est là, bon, bah en fait, elle est pas très aimable, elle est même super mal polie et en plus, sa robe est moche. Donc, elle ne fait même pas l'effort d'être exotique de la bonne façon. Exactement. Et puis, au final, Maria va s'avérer être un personnage vachement plus complexe et une alliée pour le personnage principal vachement importante, jusqu'à un certain point qu'on ne révélera pas. Mais j'ai trouvé son personnage vachement intéressant, vachement évolutif. Bah, je me suis vachement attachée à elle, mais je me suis attachée à vraiment tous les personnages, même les méchants, même la méchante Mary King, qui est la rousse là, qui porte du fuchsia et qui a enfanté le démon. Globalement. J'ai pas tout compris ça, mais je crois qu'elle traîne avec surtout. Mais non, c'est son fils. À un moment donné, il dit maman. Au moment où il y a Warm and Heart. Mais peut-être que. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'âge, ça marche pas trop. Mais comme il y a un peu des mi-démons et tout, bah peut-être qu'ils vieillissent pas pareil. En tout cas, elle est plutôt à coquiner avec la partie démon qui est. Bah, les seuls personnages masculins un peu magiques qu'on voit, c'est pas des sorciers, c'est des démons. Elle est un peu à coquiner avec ça, ce qui fait d'elle, un peu l'antagoniste féminine principale du bouquin, quoi. Tout à fait. Et les mecs ont une place extrêmement secondaire, à part ce personnage de Wickham qui est là, mais ouais. Et à la fois, il reste un personnage secondaire de la vie de Lydia. Et puis tout le reste, c'est des officiers qui ont un charisme relativement inexistant, à l'exception interchangeables aussi. Qui sont très interchangeables, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'étais là, qui est cette personne, qui est l'autre. Même à un moment, elle surprend la femme d'un officier haut gradé qui le trompe avec un autre officier. Mais les deux officiers, ils ont un nom qui commence par la même lettre. Et au début, elle est là, je suis rentrée plus tôt et j'ai vu l'officier machin qui se rhabillait. Et moi j'étais là, bah oui, c'est son mari, il habite là. Et à bout de genre 2 pages, j'ai fait. Ah non, c'est pas son mari du tout, c'est un autre, elle est en train de le faire cocu. Voilà, un peu interchangeable parfois, n'hésitez pas à ne pas faire commencer les noms de famille par la même lettre. Mais non, parce que, attends, son mec, c'est Foster. Ah oui, mais c'est colonel, c'est avec un C. J'avoue, c'est juste n'importe quoi. Il y a vraiment juste une lettre. Mais parce qu'elle dit monsieur le colonel tout le temps, elle l'appelle bref, j'ai rien dit. S'appelle genre Non mais désolé Melinda Taub, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Pardon. Oui, donc les hommes sont pas. Ouais, les hommes sont globalement très relégués au second plan. Et en fait, les intrigues amoureuses n'ont qu'une place ultra dérisoire, vraiment, parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment leur rapport à la magie et aussi leur rapport entre elles. Et les meufs de la famille, même si en fait la famille Bennett est vraiment pareil en toile de fond, mais c'est relativement light. À part un personnage dont on n'a pas parlé du tout, en fait, et qui pourtant fait vraiment l'une des parties du roman, qui est le personnage de Georgiana Darcy, qui donc est la petite sœur de Darcy, celle qui dans Orgueil et Préjugés a été séduite et entourloupée par le vil Monsieur Wickham.
Ah, ce connard de Wickham, toujours le Toujours démon. le connard de Chet Wickham. Palmer. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais une réécriture ultra moderne de Orgueil et Préjugés, c'est notre amie Bridget Jones. Oui. Et dedans, Ah, Wickham, Darcy... c'est Hugh Grant. Ouais. C'est le coureur de jupons. Tout à fait. Et Darcy, Le c'est Colin monsieur Firth. Big. On l'adore. Ça y est, maintenant j'ai vu Sex and the City saison 1. T'avais jamais vu? Non. T'avais J'ai jamais vu regardé Sex pour le and... podcast avec Soraya. C'est dispo sur Patreon. Non, j'avais Ah, jamais. ok, Mais ok. je regarde pas les trucs de meufs, je suis misogyne. Moi, Ah, tu je suis sais, super j'ai intériorisé la misogynie culturelle de bah, je fou. vois ça, ouais. Surtout, c'est sorti en 98. Bon, déjà j'avais 7 ans. Et dans les années 2000, je regardais Lost et Yu-Gi-Oh! Tu vois. Je regardais pas les trucs de meufs. Yu-Gi-Oh! C'est là. J'adorais. Du duel. C'est le seul truc que j'ai regardé. Ah, mais ravi. De Moi, type, mais ça m'étonne pas que ça t'ait plu avec en plus l'esthétique Ouais. pyramide, J'aimais truc bien. en or et tout. Ouais. Puis ces petites pointes fuchsia là, à l'époque, je trouvais ça pas mal. Mais Ouais. bon, c'est ainsi. Maintenant, tu croises un gars qui est coiffé comme Yu-Gi-Oh! C'est no way, ok? C'est une audace. Enfin, qui est-elle pour dire ça finalement? Vraiment, elle est en pyjama. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ah oui, Georgiana. Et donc Georgiana, dans Orgueil, Préjugés et Sorcellerie, elle est dans une école. Donc c'est une gamine, elle a quoi, 15-16 ans. Ouais. Elle est dans une école dans laquelle elle essaie de résoudre. Alors, c'est quoi déjà? C'est L'équation de Goldbach. Golf-bar ou Gold-bar. C'est un truc de maths. Elles c'est un vrai auraient pu truc de noter maths. les trucs importants sur un papier. J'ai pu, mais elles- ça nous a fait un peu le même effet que le problème. Goldbach. Goldbach. Alors, je vous le lis. La conjecture de Goldbach est une règle arithmétique toujours non démontrée à ce jour qui fut énoncée en 1742 par le mathématicien russe Christian Goldbach. Elle s'énonce comme suit. Tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 38 égale en effet 7 plus 31 qui sont deux nombres premiers. Et j'imagine que la règle, c'est que s'ils disent non démontré, est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent pas pourquoi ou ça veut dire qu'ils ont pas encore trouvé de contre-exemple? Genre, comment tu démontres un truc de maths, tu vois? Je sais pas pourquoi je te demande, genre, je sais que tu sais pas, mais... Elle s'est vraiment tournée vers Wham comme si elle C'est attendait une Non, réponse. mais c'est pour te faire part J'ai eu des peur. interrogations qu'il y a dans ma tête. C'est pas pour te mettre sur la sellette si jamais vous savez. Ah, il y a Ezok qui dit alors. Ezok, je te laisse, let him cook, je te laisse faire une bonne vulgarisation. Nous, pendant ce temps, on papote, on revient vers toi. En tout cas, Mais bon. Georgiana, elle veut résoudre ce truc que ça fait 100 Ouais. ans que tout le monde s'escrime à essayer de le résoudre. En fait, elle n'y arrive pas. Mais Enfin, moi, mais j'aime elle est l'ambition. à deux doigts d'y arriver. Genre, elle sent qu'elle est à l'aube d'une découverte qui va changer le cours de l'histoire Et ça l'obsède des un peu. mathématiques. C'est un peu genre A Beautiful Mind, tu vois, un homme d'exception. Tout à fait. C'est les gens tellement dans les maths, j'ai envie de dire conceptuels, Ouais. que ils sont. Bah, on dirait presque qu'elle fait de la sorcellerie aussi quand elle fait toutes ces Exactement. équations sur les murs et tout. C'est genre. C'est oula. vrai, un truc un peu mignon. D'ailleurs, ça m'a fait gaulerie quand son frère est là, oui, elle écrit sur les murs, et que vraiment, en fait, c'est juste parce qu'il lui a jamais donné une feuille et un stylo. Et à partir du moment où on lui donne du papier et un crayon, elle est là, bah, je vais écrire sur un papier, du coup, normal. C'était vraiment pas compliqué, mais oui. J'avais juste pas de support, en fait, espèce de gros bolos de Darcy, je peux pas le dire, j'avais pu le dire. Bref. Et ouais, en fait, Georgiana est une jeune fille qui va s'avérer être recouverte de multiples sorts qui font d'elle un personnage au départ extrêmement apathique et Elle l'étouffe un peu, Ouais. comme si elle avait plein de vêtements hyper lourds sur C'est elle, ça. qu'il a gardé renfermée, à regarder par terre et tout, alors que visiblement, elle n'a pas de pouvoir, mais on lui a... Voilà, on l'a couvert de couches de sorts que du coup, elle comprend pas, elle ressent pas, mais elle est quand même... Elle ressent quand même l'effet qui est qu'elle est très effacée et très docile, surtout. c'est ça. On dirait un peu qu'elle est hypnotisée, quoi. Exactement. Et en fait, Lydia va faire sa connaissance. Enfin, elles savent qui elles sont respectivement, puisque quand même, la sœur aînée de Lydia s'est barrée, enfin, a épousé le frère de Georgiana. Oui. Mais bon, Et puis tout le monde se connaît un peu dans cette société-là C'est aussi, ça. quoi, vu qu'elles ont un âge similaire et tout. exactement. Et elles vont se retrouver. Georgiana va finir par proposer à Lydia de venir l'aider à faire je sais plus quoi. Putain, j'ai oublié. Bah, trouver ce fameux joyau, non? Non. Attends, merde, on a un Ah trou. bah, je sais plus. Bah, c'est pas grave. Bon, Enfin, bref. elles vont En tout cas, voilà, il y a commencer à traîner ensemble. elles vont commencer à traîner ensemble et ça va être chouette et pour l'une et pour l'autre jusqu'à ce que il arrive quelque chose d'un petit peu grave à Georgiana et que Darcy lui-même, alors qu'il méprise fondamentalement Lydia, lui demande de l'aide. Est-ce que ça va résoudre? Est-ce que ça va faire en sorte que Lydia et Darcy dépassent leurs propres préjugés? Sans doute. Oui, du coup, il y a cette couche supplémentaire de préjugés. La magie, la sorcellerie a un rôle un peu hybride dans ce monde, dans le sens où elle est cachée, mais c'est-à-dire les sorcières sont pas sorcières, au vu sur tout le monde.
mais les personnages se doutent un peu, enfin tu vois, ça choque Oui. pas grand monde non plus Non. quand c'est révélé, et Darcy, qui lui n'a pas de pouvoir, vient voir Lydia en partie en mode bon, je sais que t'es une sorcière, enfin là il arrive un truc à ma sœur, c'est clairement de la magie, je sais que t'es une sorcière, est-ce que s'il te plaît tu pourrais aider? Ce qui est intéressant aussi parce qu'on sent que c'est un homme vraiment, enfin voilà, moi je suis pas familière du personnage, mais qui a l'air assez terre à terre, droit dans ses bottes, voilà, riche héritier et tout, et qui, tu sens qu'il se fait violence pour verbaliser que la magie existe et qu'il a besoin d'une sorcière, et demander de l'aide à spécifiquement Lydia, que oui, il a pas l'air de porter en estime de fou, et Lydia, Mais elle a non. l'air un peu blasée de sa sœur Elisabeth aussi, enfin, c'est pas comme si Lydia était là, cool, ça va me donner l'occasion de passer du temps avec ma sœur, tu vois, elle est là, C'est clair. ok, j'aime bien Georgina plutôt que je vais... Mais ça c'est pour surtout que Darcy ou pour ma Darcy sœur, quoi. l'empêche un peu de voir sa sœur. Parce qu'en plus, pour Ah oui, c'est vrai, Darcy, il y a le truc à la fois de Lydia, elle s'est barrée avec Wickham, machin, etc. Mais il y a aussi le fait qu'à la base, Darcy est un mec ultra méprisant pour qui la famille Bennett est un peu des cutéreux, tu vois. Oui. Alors que c'est déjà des bourgeois. Mais en fait, ce que déteste Darcy, en tout cas dans l'œuvre originale, c'est la vulgarité, pour citer le texte, la vulgarité des femmes de la famille Bennett, et en particulier la mère, personnage qui n'existe quasiment pas dans ce roman, ou vraiment en filigrane, quoi. Et donc, à un moment donné, il dit à Elisabeth, écoutez, j'ai très envie de vous épouser en dépit du fait que votre mère, c'est une grosse bolosse, et vos sœurs, elles sont connes. Et elle est là, peut-être nique ta race, tu vois. Ouais. Et, Mais bon, elle finit par être avec. elle finit par être avec parce que elle apprend à dépasser ses préjugés sur lui, et lui apprend à déconstruire ses préjugés sur elle et sa famille. Good. Mais ça reste quand même un personnage ultra méprisant de base, on le hait. Alors Ezoc, oulala. nous dit: pour démontrer en mathématiques, tu as plusieurs méthodes. Mais en gros, le but, c'est de réussir à trouver une formulation, un calcul, une systématique, on sait pas ce que c'est, Ezoc, ok. De trouver, on va dire, un calcul qui, dans le cadre des règles de nos mathématiques, montre que la règle est tout le temps vraie. Il y a quelques règles comme celle-ci qui n'ont pas encore été démontrées sans jamais avoir été mises en défaut par l'expérience. En gros, on n'a pas trouvé de contre-exemple, mais on n'a pas trouvé la règle qui explique pourquoi, si j'ai bien compris. Tout nombre pair supérieur à 2 est forcément quelque part la somme de deux nombres premiers. On peut pas avoir la formule qui dit si, ceci, mais on n'a toujours pas trouvé de preuve de contre-exemple. Le gros problème de cette règle, c'est que pour la prouver, il faut déjà prouver une autre hypothèse pas encore prouvée, qui est qu'il y a une infinité de nombres premiers. Car il y a une infinité de nombres pairs, donc s'il n'y a pas une infinité de nombres premiers, ça va pas matcher. Merci beaucoup, Ezoc, comme le dit le goût du sel, c'est très clair. J'ai rien compris, Même mais si ça tu va as faire. utilisé le mot systématique. Et j'aime bien le fait que il faut prouver qu'il y a une infinité de nombres premiers, et après on pourra bosser sur cette conjoncture. Et du coup, quand ça me met un peu en perspective le personnage qui dit je vais résoudre cette conjoncture, où je suis là, tu vas prouver qu'il y a une infinité de nombres premiers du coup d'abord, et après essayer de bosser sur démontrer ce truc. Là. Mais respect, hein. Ah, respect, Faut bien respect. que quelqu'un y arrive. Hein. Respect au personnage de Georgiana. Tout à fait. Je l'ai bien aimé aussi. J'ai beaucoup aimé comme toi le personnage de Mary Lamb. Ouais. Et globalement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kitty, au-delà du fait que c'est mi un chat, mi une jeune femme. En fait, c'est ça la relation principale du bouquin, c'est ça la relation qui drive l'héroïne, puisque c'est parce que sa sœur chat est en danger qu'elle accepte de faire ce pacte avec le démon et de chercher cette source de magie puissante à Brighton. Alors que moi j'aurais donné mon chat minute 2. Genre, Mais t'aurais bien sûr donné que Maréchal Guntiflux. Non, jamais. Mais jamais. Et il y a un moment assez émouvant. Alors je veux pas le spoiler, mais en tout cas il y a un moment où elles doivent en tout cas être éloignées parce que Lydia ne peut pas l'emmener à Brighton puisque elle y va sous un certain prétexte, mais du coup elle peut pas emmener Kitty. Et il y a une vraie douleur dans cette séparation qui m'a rappelé, comme en plus c'est un lien un peu magique qui les unit, qui m'a un peu rappelé une scène hyper, toute proportion gardée, mais dans La Croisée des Mondes, tu sais. C'est une trilogie jeunesse fantastique incroyable où les personnages vivent dans un monde où ils ont ce qu'on appelle un daemon, rien à voir avec Targaryen ni avec un démon comme dans le livre, mais ça se prononce démon. Et en fait c'est une personnification de leur âme sous la forme d'un animal qui parle et qui vit avec eux. C'est genre leur âme qui se balade et voilà, et qui est tout le temps près d'eux. Et en fait tu peux pas être séparé de ton daemon depuis de genre quelques mètres parce que ça fait hyper mal et tu peux en mourir. Et il y a une scène où il y a des adultes qui ont développé un genre de guillotine où ils mettent un gamin d'un côté et son démon de l'autre dans une cage et ils font tomber la guillotine et ça coupe le lien entre les deux et c'est genre la torture la plus... Enfin c'est une scène horrible. Quelle horreur. Et alors bon, toute proportion gardée bien sûr, ça m'a un peu fait penser à ça, le lien et la séparation un peu forcée entre Kitty et Lydia. Et j'ai trouvé que c'était finalement
pour une relation entre un chat magique et une sorcière, bah moi qui ai des sœurs, j'ai trouvé que c'était une jolie relation entre sœurs, à la fois dans le côté chamaillerie et même la cruauté qu'on peut avoir des fois dans une sororité plutôt que dans une fratrie. Et en même temps, dans ce lien indéfectible qui les unit, et dans, encore une fois, cette diversité de personnages féminins réels. Moi, j'ai des sœurs, et on s'est autant embrouillé que j'aurais l'impression de perdre un bras si je devais en perdre une, tu vois, évidemment. Bien sûr. Donc, évidemment, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais j'ai la chance d'avoir des sœurs où on s'aime. Et j'étais contente parce que c'est pas si courant que ce soit une relation entre sœurs, le cœur émotionnel d'une histoire, et ça me touche toujours un petit peu vu que j'en ai 2. Oh, Et du coup, trop comme mignon. en plus c'est un chat, j'adore mon chat, j'adore mes sœurs. Voilà, c'est un livre pour moi. C'est finalement. exactement. C'est exactement une intrigue. Alors que pour moi, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, et j'ai un chat connard. Voilà, donc. Après, elle râle quand même pas mal sur le fait d'avoir des sœurs aussi. Elle est là. C'est Si vrai. vous avez la chance de ne pas avoir de sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. J'étais là, ça va, c'est pas mal quand même. Et Des en fois, fait, d'avoir des elle sœurs. les adore, bien sûr. Ça pas Marie. Pas À part cette Mary. conne de Marie. Mais elle essaye quand même. Non, mais même, tu vois, parce de que lui quand de lui rendre Mary, elle peut service. pas finalement épouser Collins, elle est quand même un peu triste pour elle. Ouais. Elle est tu vois, en empathie. Elle lui dit, viens dormir dans la chambre, et l'autre, elle lui dit, non, casse-toi. Donc Marie fait j'avoue, elle peu essaie. d'efforts pour être une personne aimable aussi, donc voilà quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour? Bah écoute, je crois, hein. Je pense qu'on a fait le On tour. a pas mal de parlé de. Orgueil, préjugés, sorcellerie. Oui, tout à fait. Puis des relations qui les unissent, du chat, de la magie. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Du fait que les mecs sont un peu nazes, mais il y en a quand même au moins un ou deux qui nous a donné un peu chaud. Ouais, bien Notamment sûr. le bad boy, évidemment. On ne se refait pas. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Merci. Merci Beaucoup, à toi, Mimi, Kalindi. c'était chouette. Merci le chat. Merci Ezok qui essaye de nous reparler de mathématiques. Mais Ezok, tu as écrit la conjoncture de la somme. Ça ne veut rien dire. On va s'arrêter là pour les mathématiques. Je vais retrouver la date du prochain book club qui arrive très vite. En Ouais. attendant, Kalindi, est-ce que tu as une petite promo à faire Eh bien écoutez, mon roman Les Jours Mauves est toujours en librairie. Je suis toujours dans le podcast 4 quarts d'heure qui sort tous les mardis matins à 6h, co-animé par Louise Petrouchka, Camille Laurent et Alix Martineau. talent, bravo. Et puis, c'est à peu près tout. Le reste, ça ne sont que des projets personnels, donc ça sert à rien que je vous en fasse part. Voilà. Et toi, Et ma bah. chère Mimi, on peut te retrouver dans quelle émission précisément? Oh là, ça a été très vite. Eh bien moi, vous pouvez me retrouver ce samedi à 12h30 dans mon live sur The Penguin, que je suis épisode par épisode. Et alors là, on vient de passer l'épisode 4 qui est centré autour du personnage féminin. Sophia Falcon, jouée par la formidable Christine Milioti, qui crève l'écran. Et c'est un épisode vraiment 100% centré sur elle, qui est peut-être l'épisode qu'on attendait avec Vesper, ma co-chroniqueuse, pour enfin comprendre pourquoi tout le monde dit c'est vraiment très bien The Penguin, parce que jusqu'ici on était un petit peu en mode c'est pas mal, mais bon, ça cabotine un peu, c'est un peu ledge. Et là, ok, j'avoue, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc, c'est samedi à 12h30. Ce sera bien sûr, comme ce live, disponible en podcast et en replay sur Twitch et sur YouTube. Et avec Kalindi, on vous donne rendez-vous le 5 novembre. Ouais. Ça nous laisse le temps de bouquiner pour le 3e book club dédié à cette première collection fiction chez notre partenaire Eldercraft, à savoir encore Hex une Education. belle couverture. Hex Education. On reste dans la sorcellerie, on reste dans le féminin, mais dans un peu plus moderne, puisqu'on a un côté charmed, je dirais, une inspi charmed assez Tout à fait. assumée dans ce roman qui met en scène des amis ES qui se trouvent aussi être dotés de pouvoirs magiques et qui vont peut-être les utiliser pour autre chose que donner l'impression qu'elles ont repassé leur jupon en crinoline. Ouais, c'est ça que je préfère. Mais on ne va quand même pas bouder le fait que cette fois-ci, ça n'est pas un roman de 700 pages. Oui, clairement. C'est quoi ça? C'est du 250? Ah, ça, c'est un bain et c'est fini, quoi. Allez, c'est du 300 pages. Allez, voilà. 2 bains. Je pense que c'est assez agréable et ça a C'est l'air parfait, fun c'est à le bon lire. format. La 4e de couverture fait un petit shout-out à Big Little Lies. C'est Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Donc, Oh bah c'est ça qu'il fallait que je te dise. Tu sais, j'avais détesté Big Little Lies quand on était Oui. chez Mademoiselle. oui, tu te Et moquais alors de moi parce que je trouvais ça bien. Oh, comme j'avais Sharp envie de me Object. suicider. Non, Sharp Object c'est horrible. Mais Non, j'avoue, c'est dur Sharp Object. Enfin, non, mais c'est pas très bien, bien, quoi. mais c'est C'est pas atroce. Ouais. c'est mauvais. Mais Big Little Lies, l'autre jour, je sais pas pourquoi, je me dis ça me saoule parce que en fait tout le monde dit que c'est bien, j'ai pas aimé. Vas-y, peut-être j'ai pas compris. J'avais regardé que les 4 ou 5 premiers épisodes, sur 7 quand même, c'était pas mal. Ouais. Et donc là, je m'étais dit, allez, vas-y, je réessaye, ça va être... J'ai tellement aimé. C'est trop bien. Mais j'ai trouvé ça Autant tellement la brillant. saison 2, il n'y avait pas besoin. Parce que Saison une 2, c'est mini-série catastrophe. Mais la saison 1, donc c'est un genre de murder mystery où quelqu'un est mort mais on sait pas qui, dans un milieu de femmes hyper huppées, hyper aisées aux États-Unis. Oui, de la côte Des ouest. mères de famille très aisées. Donc il y a aussi beaucoup de postures, de c'est quoi le rôle des femmes dans cette société, comment elles doivent présenter, mais Ouais. aussi la violence sourde qui couve. C'est Ouais. trop bien, Big Little Lies. C'était génial.
Oh là là, Ravi que ça t'ait plu. j'étais choquée de moi-même de pas avoir aimé la première fois. J'étais un peu déçue par moi-même. Mais écoutez, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est aussi la leçon de ce book club, puisqu'on finit par lire des choses que soit toi tu Exactement. n'aurais pas spontanément lu, soit moi, et on passe jusqu'ici D'excellents deux bons moments sur deux, dans deux styles très différents. Tout à fait. Parce qu'on rappelle que Cendre et Sang, c'était un peu plus dark. Merci beaucoup. Merci Kalindi, Mamie. merci Eldercraft. Bien Merci sûr. Eldercraft, merci à Je tous. vous remets, bien sûr, dans le chat, le lien pour commander Orgueil, Préjugés et Sorcellerie dans votre librairie préférée. N'oubliez pas de soutenir les librairies près de chez vous, voilà. Des bisous, rendez-vous samedi pour The Penguin et le 5 novembre, surtout le soir à 20h, pour Hex Education de Maureen Kilmer chez Eldercraft. Des Tout bisous. à fait. Des bisous à tous.